Voilà, bonjour à tous. Alors, on ne sait pas encore si, normalement, vous avez le son. On ne sait pas encore si vous avez la caméra. Donc ça, on veut bien que les gens qui nous connaissent nous écrivent dans le chat. Ça vous permettra de tester le chat, puisque normalement, on a prévu que vous puissiez nous poser des questions. Ah, ouais, Tigrane, justement, je t'ai encore au téléphone. Je te garde au téléphone si tu veux. Ouais, et puis essaie de te connecter. Ouais, parce que là, moi, c'est écrit webconférence organisateur. Ouais. Alors, question. Est-ce qu'on a des questions? Ah, voilà. On a le son, mais pas l'image. Voilà. Merci, Lucille. C'est ce qui me semblait que je n'avais pas encore fait d'image. Et alors, en fait, on a notre troisième intervenant qui est à distance. Donc, c'est pour ça qu'on s'est connecté un peu avant pour voir, pour qu'on ait l'image. Alors, hop. Donc, ça, je peux fermer. Donc, ça, question, tout il faut le mettre à part. Normalement, on peut le faire, mais là, tu sais, j'y arrive pas. C'est fou. Ah ben là, toi, on te voit. Ouais. Là, on te voit. Et alors, je ne sais pas si les gens te voient. Hein, Lucille, est-ce que tu vois Tigrane? Toi, c'est quand même bizarre. Partager ma webcam. Voilà, là, on va peut-être y arriver. Et donc là, nous, on va. Voilà. Ah, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Là, hop. Ah, c'est le temps que ça arrive, peut-être. Ouais, attends que ça continue. Partage. Ça n'a pas l'air, hein. Il faut que tu mettes un. Non, mais on ne sait pas. Ouais. J'ai l'impression que ça, il n'y a pas quand même d'image. Alors. C'est noir pour l'instant. Ouais, c'est ça. Hein, c'est ce qui me semble. Alors, webcam, tu sais que ça doit être un truc de réglage. Masquer, préférences. Voilà, voilà. Hein, après, on mettra. Donc là, on a l'air d'être bon. Alors, je voudrais encore régler le petit module question que normalement j'y arrive. Et on sera fin prêt. On est à l'heure en plus, Tigrane. Et donc en plus, enfin, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre. Parce que toi, on t'entend, mais est-ce que tu as ouvert ton micro? Parce que je t'entends, mais par le téléphone. Là, c'est bon? Oui, super. Donc, on peut raccrocher le téléphone. On est en progrès. Hein. Donc, on éteint notre téléphone. Voilà. Et donc, j'ai plus qu'à partager l'écran. Alors, ça, il est éteint. Non, il n'est pas éteint. Toi, tu l'as mis en mode avion aussi? Voilà. Ouais, c'est ça qu'on soit tranquille. Donc, du coup, partage, normalement. Est-ce que, Tigrane, tu peux me dire, on voit déjà le PowerPoint ou pas encore? Non, non. On voit que nous deux, mon écran et le vôtre. Ouais, d'accord. Et donc, hop, partage, voilà, afficher. Ça doit être ça. Parfait. Ouais, écran, voilà. Ah, ouais, j'aurais même pu faire ça, c'est plus joli. Hop, voilà. Donc là, on est bon. Donc là, on est d'accord qu'on a le son, l'image. Après, je mettrai Christian en premier plan puisque c'est lui qui démarre. Pour l'instant, on a 19 participants, donc on a encore des gens qui doivent se connecter. Donc, j'ai le temps de faire ce truc-là des questions. Quand même que je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à le... Ah, voilà. Je vais y arriver. Pour détacher les questions, pour qu'on les ait. Ouais. Voilà. Ah, voilà. Il y a des gens qui nous ont écrit. Parce que si on leur dit qu'on a le droit aux questions, mais qu'on ne voit pas leurs questions, voilà, ça y est. Toi, tu te les as détachées, les questions, Tigrane? Oui, je les vois pas. Mais... C'est mieux, moi j'ai un onglet avec les participants et puis un onglet, comment dire, avec les questions. Voilà. Et alors moi, je vous engage à dire, d'essayer de nous faire des petits coucous dans le chat, comme ça quand vous aurez des questions, parce que vous n'avez pas le droit à vos micros, les participants, mais faites-nous des petits coucous, des petits bonjours, comme ça quand vous aurez des questions, vous aurez déjà vu le système et donc on pourra répondre à vos questions. Hein, parce que comme dit, donc on a prévu 1h30, 3 fois une demi-heure,
Et donc, Tigrane, on disait que selon comment on finit la demi-heure, on peut peut-être prendre une ou deux questions à la fin de la demi-heure, mais après, on prendra majoritairement les questions tout à la fin parce que peut-être que tous les gens ne seront pas disponibles jusqu'à midi. Hein, voilà. L'idée, c'est de faire 1h30 et après des questions pour ceux qui veulent. Je veux juste voir si moi, j'aurai la main quand se fait à moi. Ouais, pour avancer sur le PowerPoint, non, ça, je pense pas puisque je l'ai en local ici. Ok. Mais il n'y a pas une histoire de prise. Une histoire de quoi? De prise en main, en fait. Prendre la main comme ah oui, que je te donnerai la main. Ouais, je ne sais pas si on l'entend pas très fort. Non, on n'entend pas très bien. Voilà. Je remonte le son chez nous. Ouais, sinon je t'entends pas. Voilà. Ouais, donc on démarre dans 5 minutes, ouais. Hein? Tiens, je te le décale comme ça. Bon, Que tu sois bien, ouais, devant. Ouais, voilà. Et puis, je vais fermer la fenêtre comme ça. On n'aura pas de bruit. Tu as vu, on est près just in time, mais on est presque. Ouais. Elle est OK comme ça, l'image, Tigrane? Moi, je la vois pas parce qu'il y a plein d'onglets qui sont ouverts par-dessus. Oui, 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 c'est bon. Ah, d'accord, OK. Bon, on attend Annabelle, puis je pense qu'on va démarrer dans 5 minutes. Est-ce que ça serait bon? Ouais, c'est ça. 57. Alors, attends, comme ça. Bah, je te passerai l'écran. Ouais, non, mais ouais, c'est pour redire bonjour à ceux qui nous ont rejoints. Hein, je vous fais un peu de son, comme ça vous permet de tester s'il y a du son. Hein, normalement, on a testé avec d'autres. Vous avez normalement le son, l'image. Et alors, moi, je vous engage à essayer de nous faire un petit coucou dans le chat, parce que comme ça, quand vous voudrez poser une question, vous aurez déjà repéré où c'était. Pour l'instant, on n'a que 2 personnes qui ont repéré où était l'endroit où on pose des questions. Donc, voilà. Et voilà, les coucous arrivent. Ouais. En tout cas, vous êtes nombreux, vous êtes à l'heure, hein, et donc on commencera, on laisse les gens se connecter tranquillement. Tic. Et tu as vu qu'il n'y a pas beaucoup de gens, ils ne veulent pas poser de questions en fait. Nous, on a prévu une demi-heure de questions-réponses, mais tu vois, ça y est, voilà, ça j'adore quand les gens jouent le jeu. Très bien. On a des coucous, on a des bonjours avec point d'exclamation. Hein, ça montre des gens en forme. Vous êtes d'accord que les gens qui disent bonjour avec point d'exclamation, Je peux juste vérifier, moi, je ne vois pas les questions ou les intervenants dans le chat. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, je ne les vois pas, c'est-à-dire que je ne vois rien. Ouais, mais donc je te soufflerai les questions qu'on aura. Hein, moi, je vais faire MC. Ben voilà, tu le fais. Moi, je vais faire MC. Et je vais faire gardien du temps, parce que comme j'interviens en dernier, hein, que vous me laissez ma demi-heure. On te la laisse. Voilà. Je vais mettre un creux. Ouais, c'est ça. On va surveiller. Non, mais on est bien installé. Et là, on voit que les gens sont ponctuels. Ça se connecte si tu voyais ça, Tigrane. Ça rentre dans la salle virtuelle.
Ouais. De toute façon, le nombre d'inscrits ne correspondra pas puisqu'il y a des gens qui sont en couple dans une salle de réunion. Ouais, c'est ça. Ah oui, oui. Ouais. Ah, puis on voyage. Hein. On a Val-de-Moder, Saint-Louis, Schiltigheim. Hop. Là, je pense qu'on n'a pas besoin de descendre, que là, on a besoin de descendre. Voilà. Donc, il est 10 h. On laisse Monsieur le Président démarrer, non? Hein, qu'est-ce que t'en dis? On démarre? Ouais, bah, comme ça fait la petite introduction. Les gens vont se Bon, bah, connecter. écoutez, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue et puis surtout merci de vous être inscrits pour ce webinaire qui porte donc sur la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale également 2025. Alors évidemment, on ne va pas vous assommer avec l'intégralité des textes, c'est bien trop lourd, donc on va plutôt s'orienter vers un panorama fiscal et social. Voilà. Alors ce webinaire se fait en 3 parties. Une première partie qui sera, j'ai juste un petit souci là, de défilement. Ben voilà, ça commence, mais c'est la vie. On n'avait pas testé. Non, voilà. C'est mignon. Pourquoi ça ne bouge pas? Ouais, je sais pas. Ah bah alors ça. Ah bah voilà, voilà. c'est bon. Voilà. Voilà. Donc comme je vous le disais, petite, mais voilà, puis ça les réveille un peu. Voilà, tout à fait. Donc cette présentation se fait en 3 parties. La première partie que j'ai le plaisir de vous présenter qui concerne la fiscalité des entreprises, donc une petite demi-heure, qui sera suivie par la fiscalité des particuliers et qui sera présentée par Tigran Becker, qui se présentera à son tour, et puis une 3e partie sur les mesures sociales, présentée par Annabelle Cordelier, que vous avez déjà vu et entendu. Alors, je démarre avec les dispositions donc applicables aux entreprises et partie elle-même disposée ou scindée en quatre parties, je dirais assez classiques, qui sont l'impôt sur les sociétés, les réductions crédit d'impôt, la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes diverses, impôts locaux, enfin surtout impôts locaux en l'occurrence. Alors, sur cette présentation, juste une petite remarque au préalable. Dans les mesures que je vais vous présenter, un certain nombre de mesures ne vous concerneront pas forcément parce qu'elles concernent, vous le verrez, notamment les très grandes entreprises. Cela étant, il y a quand même l'intérêt à vous les présenter, ne serait-ce que pour information, histoire que vous puissiez comprendre et sentir l'orientation de cette loi de finances, qui n'est pas une loi de finances généreuse, comme ça peut être le cas parfois par le passé. C'est plutôt une loi de finances qui alourdit un petit peu l'imposition, notamment vous le verrez, d'une certaine catégorie d'entreprises, et tout ça sans vouloir faire de politique, c'est pour bien comprendre que l'État a besoin de ressources, et donc la loi de finances traduit bien cette volonté qui est de récupérer des ressources, de rentrer des sous dans les caisses de l'État. Voilà. Donc, même si certaines mesures ne vous concernent pas, voilà, je pense que c'est important quand même de le savoir pour avoir la philosophie des textes. Donc, je commence par l'impôt sur les bénéfices, et voilà, donc les premières mesures que je vous annonce, comme je vous l'ai dit, contribution exceptionnelle sur les bénéfices, qui concernent donc les entreprises qui font, je dirais, qui ont un IS moyen sur les 2 derniers exercices, selon le cas, entre 1 milliard d'euros, 3 milliards d'euros, ou supérieur à 3 milliards d'euros. Donc, ça ne se trouve pas forcément de nos clients. Hein. Enfin, on aimerait bien, mais voilà, c'est pas forcément le cas. Mais juste pour vous dire que l'État donc cherche des sous là où les portefeuilles sont probablement très garnis, et donc les grandes entreprises, puisque on a des taux donc pour les entreprises qui font en moyenne entre 1 et 3 milliards d'euros, une contribution exceptionnelle donc de 20,6%, ce qui est quand même significatif. Et puis au-dessus de 3 milliards d'euros à 41,2%. Donc voilà, ça vous donne un petit peu l'état d'esprit dès à présent de cette loi de finances. Deuxième mesure qui est un petit peu dans le même ordre d'idée, c'est une taxation particulière sur les réductions de capital consécutives à des rachats d'actions. Vous savez que les entreprises peuvent racheter une partie de leurs actions pour les annuler, et donc pour à la fois, je dirais, démotiver les entreprises de procéder à ce genre d'opération, puisqu'on a toujours des problèmes de capitalisation dans nos entreprises, et puis pour récupérer un peu de sous aussi. Donc, dans les grandes entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1 milliard d'euros, nous avons une taxe
qu'on appelle pérenne, tout simplement parce que c'est une taxe qui va se poursuivre dans le temps, qui est de 8% sur ces opérations. Et puis, comme ce texte a été voté en 2025 et puis qu'il y a encore des sous à récupérer sur 2024, eh bien, on a une petite rétroactivité qu'on appelle taxe exceptionnelle. C'est la même taxe, mais elle ne porte pas le même nom parce qu'elle porte sur les opérations qui ont eu lieu, donc des opérations passées, qui ont eu lieu entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025. Ça, c'est toujours délicat. Voilà, c'est trop tard, c'est fait. Donc, vous vous retrouvez du jour au lendemain à payer une taxe supplémentaire qui n'était pas anticipée. Donc, on est toujours un petit peu mal à l'aise par rapport à ça, mais bon, voilà, c'est la vie. Voilà, des comportements qu'on peut trouver un petit peu brutaux et un petit peu sauvages, mais enfin, la fiscalité, c'est parfois un peu ça. Troisième mesure qui concerne toujours encore les très grandes entreprises, donc limitation du report des déficits fiscaux antérieurs. Jusqu'à présent, quand une entreprise faisait ou affichait ou produisait un déficit fiscal, ce déficit fiscal était reportable sans limitation dans le temps sur les bénéfices ultérieurs. Il y avait une petite limitation en quantum sur l'année suivante, mais qui concernait très peu d'entreprises parce que c'était des montants importants. Mais il n'en est pas moins que le reliquat non reporté sur l'année suivante pouvait être reporté sur les années ultérieures. Là, pour la part qui excède 2,5 milliards d'euros, donc vous voyez bien, une fois encore, ça concerne de très grandes entreprises, eh bien, cette quote-part n'est plus reportable dans le temps et n'est pas considérée comme une charge. Donc, on va, une fois encore, chercher des sous, non pas directement, mais en limitant l'imputation des déficits antérieurs. Voilà, c'était les trois mesures essentielles qui, je dirais, portaient sur les grandes entreprises, qui ne vous concernent pas directement, mais je pense que c'était intéressant quand même de les avoir à l'esprit pour comprendre un petit peu la philosophie de ce texte. Voilà, alors, quatrième mesure qui, cette fois-ci, peut vous concerner, c'est assez classique d'une loi de finances à l'autre. En fait, on aménage, on proroge des mesures qui étaient sensiblement calibrées, mais qu'on recalibre pour donner une impulsion différente ou simplement pour rallonger des bénéfices, un intérêt fiscal à certaines mesures. Donc là, en l'occurrence, on aménage ou on proroge des dispositifs liés à la géographie, à la territorialité, et notamment pour les bassins d'emploi redynamisés. Pardon. Il faut que je parle moins vite, hein, peut-être. Ouais, c'est voilà. Voilà. Qui est prorogé jusqu'au 31 décembre 2027. Les zones France ruralité qui peuvent potentiellement vous concerner sont aménagées dans la mesure où le représentant de l'État dans la région, autrement dit le préfet, peut sur des raisons d'intérêt général, proposer l'extension de ces zones France ruralité à des zones jusque-là exclues pour en favoriser le développement. Zone franche urbaine, donc dispositif prorogé jusqu'au 31 décembre 2025, et puis quartier prioritaire de la ville prorogé jusqu'au 31 décembre 2025 également. Mesures qui seront probablement encore aménagées ou prorogées lors de prochaines lois de finances. Juste petite précision, les cartes prioritaires de la ville ne concernent, enfin cette mesure ne concerne que les impôts locaux, donc taxe foncière CFE, alors que les trois autres mesures concernent potentiellement l'impôt sur le revenu, l'impôt société, voilà, et les impôts locaux. Mais la dernière mesure ne concerne que les impôts locaux. Voilà, alors pour vous dire un petit peu voilà la particularité de ces mesures, et puis la pauvreté aussi, je dirais, de cette loi de finances sur ces sujets-là, c'est que pour ce qui est des modalités de calcul d'IS, on en a terminé. Donc voilà, c'est un petit peu frustrant, mais bon, à la limite, on évite peut-être quelques mauvaises nouvelles aussi. Voilà. Réduction crédit d'impôt. Réduction crédit d'impôt, donc c'est une mesure qui ne concerne pas tout le monde, mais qui concerne les artisans et commerçants qui, jusqu'à présent, quand ils adhéraient à un organisme de gestion agréé, avaient bénéficié d'un certain nombre d'avantages fiscaux. Dans le passé, quand un entrepreneur n'adhérait pas à un organisme de gestion agréé, sous certaines conditions, en fait, pour le dire de façon caricaturale, au lieu d'être imposé sur son bénéfice de 100, il était imposé sur un bénéfice de 120. Il était donc pénalisé. Cette pénalité a été réduite dans le temps, puisque l'objectif du législateur était de faire, on va le dire franchement, de faire disparaître ces organismes. Donc,
Jusqu'à présent, jusqu'à l'année dernière, donc cette pénalité a disparu progressivement et il ne restait plus aux adhérents des organismes de gestion agréés que cet avantage fiscal, cette réduction d'impôt de 915 € par an. Bon. La crainte de ces organismes était de voir disparaître cette réduction d'impôt parce que cela signifie, on va le dire, leur arrêt de mort tout simplement, hein, puisque ces organismes, et qui en même temps ont perdu leur agrément, je dirais, n'ont plus d'objet. Alors, entre-temps, pour essayer de se sauver, ces organismes ont développé d'autres prestations de services connexes, mais qui forcément n'intéressent pas tout le monde. Et donc, je dirais, la brutalité de cette mesure, c'est qu'elle arrive courant d'année, alors que certains d'entre vous vont certainement encore renouveler leur adhésion à ces organismes pour 2025, sachant que vous avez probablement adhéré pour rien, puisque cet avantage fiscal ne vous sera plus accordé. En contrepartie, il faut quand même tempérer ce propos. Vous ne bénéficiez plus de cette réduction d'impôt, mais en contrepartie, vous avez le droit de déduire de votre base imposable les frais correspondants, donc les frais de tenue de comptabilité et la cotisation d'adhésion. Donc, vous n'êtes pas complètement pénalisé. Le problème de cette mesure, c'est plutôt la brutalité de sa mise en place vis-à-vis de ces organismes de gestion agréés qui, eh bien, à ma foi, sont des organismes quand même qui ont des salariés. Donc, voilà, on a là un exemple oui, je peux le dire, de brutalité fiscale, hein, quand même, où du jour au lendemain et de façon assez rétroactive quand même, ouais, les règles changent assez brutalement et donc ça méritait quand même d'être dit. Voilà. Alors ça concerne, oui, alors ça concerne forcément, oui, beaucoup de BNC, donc profession libérale, BNC et BIC. Parce que là, en plus, il y a et les LMNP aussi, les LMNP sont concernés aussi, puisque la plupart étaient, enfin, nombre d'entre eux étaient adhérents aux organismes de gestion agréés. Et donc, la question s'est posée à un moment donné de savoir, puisque des personnes, des entrepreneurs, quand je dis entrepreneurs, j'inclus tout le monde, hein, j'inclus à la fois les professions libérales, les BIC, BNC, etc., de savoir si, comme ils ont cotisé, je dirais pour rien, est-ce que cette cotisation était récupérable? Je pense que non. Dans la mesure où, ma foi, quand vous résiliez un contrat, vous le résiliez avant échéance, pas après. Enfin, après, on peut longtemps discuter de cette problématique, mais il n'en est pas moins que voilà, cet avantage fiscal a été supprimé. Ensuite, deux mesures. Le crédit d'impôt recherche, donc, qui fait l'objet d'un aménagement, et là encore, l'État cherche des ressources, puisqu'on en supprime, on en réduit un certain nombre de paramètres qui permettaient d'évaluer ce crédit d'impôt recherche, et notamment dans les différents leviers qui permettaient de calculer le crédit d'impôt recherche, on réduit de 43% à 40% le taux forfaitaire de prise en compte des dépenses de personnel. Alors, 43 à 40, ça peut paraître peu, cela étant, c'était quand même un élément important du crédit d'impôt recherche, dépenses de personnel, puisque dans ces dépenses de recherche sont notamment comprises les rémunérations de tous les chercheurs, ingénieurs, doctorants, etc. Donc, c'était un paramètre important. Et parallèlement à ça, on supprime donc notamment la prise en compte des dépenses de veille technologique, hein, forcément. Quand vous faites de la recherche, vous faites aussi de la veille technologique pour voir dans quel sens vont vos recherches, pour les orienter et puis pour les guider. Donc, ces dépenses de veille technologique ne sont plus prises en compte. De même, l'avantage qui était lié à l'emploi des jeunes docteurs, donc, pour dire que les rémunérations étaient un paramètre important, en fait, dans l'évaluation du crédit d'impôt recherche, on prenait ces rémunérations en compte en les doublant. Donc, le fait de doubler la prise en compte de ces rémunérations était supprimé, ce qui est un paramètre important. Et puis, accessoirement aussi, les frais de prise et de maintenance des brevets ne sont plus pris en compte non plus. Le plafond de prise en compte était de l'ordre de 60 000 € par an. Voilà. Donc, même si le crédit d'impôt recherche reste évidemment un dispositif important, on en réduit quand même un petit peu la portée. Il est raboté, on va dire. Voilà, on va dire qu'il est raboté. Parallèlement à cela,
quand vous faites de la recherche, vous avez évidemment ce dispositif de crédit d'impôt recherche, mais vous avez également potentiellement des subventions pour vous aider dans cette activité, puisque on sait bien que l'activité de recherche est extrêmement importante en termes de développement de notre économie. Et donc, pour qu'il ne puisse pas y avoir de cumul entre crédit d'impôt recherche et subvention, la loi de finances, enfin le juge avait précisé dans des problématiques de contrôle fiscaux que les subventions publiques devaient être déduites de l'assiette du crédit d'impôt recherche pour éviter ce cumul. Le problème, c'est que le juge a oublié que dans les subventions, il n'y avait pas que les subventions accordées par des personnes morales publiques, mais aussi par des personnes morales de droit privé chargées de missions publiques. Et donc la loi de finances vient rectifier cette omission, cet oubli, en précisant que c'est l'ensemble des subventions publiques qui ne peuvent plus être prises en compte et qui doivent être déduites de l'assiette du crédit d'impôt recherche. Donc pour éviter tout cumul. Voilà. Ensuite, deuxième dispositif, crédit d'impôt innovation, cette fois-ci. Alors évidemment, le crédit d'impôt innovation ne se cumule pas bien évidemment avec le crédit d'impôt recherche, puisqu'en toute logique, même si la frontière est parfois difficile à déterminer, ça ne concerne pas tout à fait les mêmes, je dirais, les mêmes travaux, les mêmes opérations. Le crédit d'impôt innovation concerne notamment tout ce qui porte sur l'élaboration de prototypes, l'élaboration de nouveaux produits ou d'installation pilote de nouveaux produits. Et donc là, on a un petit peu des allers-retours sur, je dirais, la portée de ce crédit d'impôt innovation, puisque pour rappel, le taux qui était de 20% à l'origine jusqu'au 31 décembre 2022 avait été porté à 30% pour 2023 et 2024 pour motiver l'innovation, renforcer l'innovation dans notre beau pays. Et donc, comme l'État a besoin de sous, eh bien, on a à nouveau ramené ce taux à 20%. Voilà, donc on en est là pour les réductions de crédit d'impôt. On passe à notre impôt préféré, la taxe sur la valeur ajoutée. Voilà. Alors, une mesure qui a fait beaucoup de bruit, fait couler beaucoup d'encre, fait parler beaucoup aussi, c'est l'uniformisation, voilà, je trouve mes mots, du plafond de franchise de base de TVA à un plafond unique de 25 000 €, toutes activités, tous métiers confondus. Alors, ça pose un problème, d'abord de mise en application. Ça provoque quand même pas mal de remous parce que du jour au lendemain, en dépassant ce seuil qui est quand même relativement faible, vous vous retrouvez redevable de TVA et du jour au lendemain, alors que vous ne facturiez jamais de TVA à vos clients, vous vous retrouvez à facturer de la TVA, ce qui peut quand même être un petit peu douloureux en termes de business model. Surtout pour les gens qui s'adressent à des particuliers. Voilà. 20%, on peut peut-être rappeler. Oui, mais je rappelle les seuils après. Enfin, oui, mais le taux de TVA, toi, c'est bien connu que c'est 20%, mais peut-être que dans les auditeurs, tout le monde ne sait pas que c'est 20%. Oui, c'est 20%. Et donc, en fait, 20% à prix, ça surenchérit le prix de 20%. Ouais. Alors, évidemment, la contrepartie pour l'entrepreneur, c'est de pouvoir récupérer la TVA sur ses achats, mais il n'en est pas moins que l'addition peut être relativement douloureuse. Donc, cette mesure est suspendue parce que, voilà, évidemment, comme une levée de bouclier assez générale, cette mesure a été suspendue et, a priori, aux dernières nouvelles, je crois qu'elle est suspendue jusqu'au 1er juin. Mais bon, comme les choses peuvent changer, pour discuter, pour l'aménager. Alors, je ne sais pas à ce jour ce que ça donne, quels sont les aménagements qui sont prévus, mais en tout état de cause, voilà, le législateur a compris qu'il avait peut-être, dans une simplification à outrance, pour une fois qu'on simplifie, on a mal simplifié les choses. Et donc voilà, on a un certain nombre de difficultés. Alors juste pour vous dire, vous vous rendiez bien compte de l'impact, vous avez là les anciens seuils. Donc, pour tout ce qui concerne les livraisons de biens, de marchandises, vente à consommer sur place et prestations d'hébergement, les anciens seuils étaient quand même au-dessus de 85 000 €. Donc on passe de 85 à 25, ça fait quand même, c'est brutal et violent. D'autant plus que l'impact, si vous voulez, le basculement se fait le mois du passage du seuil. Donc, le mois où vous passez au-dessus de 25 000, vous basculez immédiatement, il n'y a pas de délai. Et puis, pour les prestations de services, c'était 37 000 et 41 250. Voilà. Donc, c'est relativement violent.
Et tout ça, évidemment, ça fait rentrer de la TVA dans les caisses de l'État, évidemment. Mais c'est un vrai frein au développement. Et voilà, quand vous êtes en création d'activité, bah, ça change quand même un petit peu votre business plan. Autre mesure, simplification ou pas simplification, je ne sais pas, l'avenir le dira. C'est que le régime simplifié d'imposition, je vous le rappelle, c'est consistait, je caricature un petit peu les choses, mais grosso modo, à payer un acompte en cours d'année et à régulariser sa TVA en fin d'année en fonction de l'activité de l'exercice. Aujourd'hui, on va passer sur des déclarations au minimum trimestrielles. Hein. Donc, ça veut dire aussi que votre comptabilité, elle doit être tenue en temps réel et pas une fois l'an. C'est pas neutre pour certains quand même. Voilà, niveau organisation. Et puis voilà, ou mensuel. Donc si vous dépassez des seuils de chiffre d'affaires qui sont de 1 million ou 1 million 100 l'année en cours. Voilà. Alors ça, ça entre en ligne de compte à compter du 1er janvier 2027. On a le temps de voir venir. Enfin bon, voilà. Il n'en est pas moins qu'on va passer à des déclarations au moins trimestrielles pour tout le monde. Et donc, comme je disais, le passage d'un système à l'autre se fait le premier jour du mois au cours duquel le dépassement a lieu. Ce qui veut dire aussi compta en temps réel, mais aussi d'avoir un suivi précis de son activité, parce que le basculement, ma foi, si vous oubliez de mettre de la TVA sur vos factures dans le cas de la franchise, ou là de faire votre déclaration en temps et en heure, il y a forcément des conséquences désagréables. Voilà. Après, une mesure qui ne concerne pas tout le monde, mais où le législateur a corrigé un peu le tir sur les mesures mises en place antérieurement, ce sont les groupes TVA. Il y en a très peu. Un groupe TVA, c'est quoi? Un groupe TVA, c'est pour des entreprises qui décident de créer ce groupe, qui n'ont pas forcément de lien juridique entre elles, hein, mais qui travaillent ensemble, qui ont, je dirais, beaucoup d'opérations inter-entreprises, peuvent constituer un groupe TVA, ce qui signifie que vis-à-vis de l'administration fiscale, il n'y a qu'une entreprise, que je vais appeler tête de groupe, qui est reconnue par l'administration fiscale comme entrant dans le champ d'application de la TVA. Et donc, toutes les autres entreprises sortent du champ d'application. Ce qui a un avantage, c'est que toutes les transactions entre ces entreprises ne sont pas soumises à TVA. Les factures sont sans TVA. L'inconvénient majeur, c'est que quand une entreprise n'est pas dans le champ d'application de la TVA, elle passe dans le champ d'application d'une autre taxe, qui est la taxe sur les salaires. Et donc, conséquence relativement désagréable, de vous retrouver du jour au lendemain à payer de la taxe sur les salaires, alors que vous n'y étiez pas assujetti en temps normal. Et donc, forcément, les groupes TVA n'ont pas eu beaucoup de succès. Et pour promouvoir ce dispositif, donc le législateur a décidé qu'à partir du 1er janvier 2026, les membres d'un groupe TVA seraient exonérés de taxes sur les salaires, à la condition évidemment que vous en seriez exonéré si vous n'étiez pas membre du groupe. Hein, on ne vous fait pas de cadeau. Voilà pour la taxe sur la valeur ajoutée. Alors, petite mesure qui a l'air de rien, mais qui en fait a quand même des conséquences. Jusqu'à présent, vous savez que vous deviez, quand vous aviez recours à un logiciel de caisse, ce logiciel de caisse devait faire l'objet d'une attestation en fonction d'un certain nombre de critères imposés par l'administration fiscale. Et l'éditeur de ce logiciel devait vous fournir une attestation attestant donc que ce logiciel garantissait l'inaltérabilité, je l'ai dit en une fois, hein, la sécurisation, la conservation et l'archivage des données. Bon, alors, l'administration fiscale s'est quand même rendu compte que certaines de ces attestations étaient peut-être pas fantaisistes, mais un peu légères, on va dire. Et donc, à partir du 16 février 2025, cette attestation ne sera plus suffisante. Il faudra donc passer par une certification délivrée par un organisme accrédité. Voilà. Donc, si vous avez un logiciel de caisse, commencez à vous en préoccuper. Parce qu'en matière de contrôle fiscal, on vous la demandera très certainement. J'en ai presque fini. Je ne sais pas si j'en suis à… 7 minutes, ça semble envisageable, 7 minutes? Oui, largement. Sur les impôts locaux, il n'y a pas grand-chose. Très bien. Donc, préparez des questions si vous en avez. Voilà. La CVAE, le serpent de mer, disparition sans fin de la CVAE et réapparition donc de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Encore une fois, on cherche des sous, puisque cette cotisation sur la valeur ajoutée qui devait prendre fin en 2027
je dirais que sa disparition est encore une fois reportée jusqu'en 2030. Et donc, comme les taux de cette CVAE étaient en cours de diminution d'une année à l'autre, pour l'année 2025, on a inventé une contribution complémentaire pour compenser la baisse de taux. Vous voyez, comme pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et donc, cette contribution complémentaire qui est à 47,4% de la CVAE due en 2025. Et vous verrez que miraculeusement, si vous faites le calcul, si vous faites 47,4% sur 0,19, eh bien, on retombe sur 0,28. Ah ouais, très bien. C'est drôle. Comme voilà. si donc, voilà, comme si on n'avait rien fait. Donc, et puis là, c'est mignon parce que vous avez mis les taux de 2028-2029, vous y croyez, je pense que ça aura le temps de changer. Je ne sais pas, je n'ai pas de boule de cristal et que je ne m'appelle pas Madame Soleil. Donc, je ne peux pas dire. Mais voilà, donc vous voyez, les dégrèvements, taxes additionnelles, taux du plafonnement sont alignés sur cette évolution. Et donc, encore une fois, voilà. Un peu plus de on a besoin de sous. Mais alors, les mesures fiscales, elles sont compliquées. Pourquoi? Parce que ça donne quand même aux législateurs toute une série de leviers pour moduler cette fiscalité. Donc, voilà pourquoi c'est compliqué, parce que ça facilite le travail pour faire du plus et du moins. Voilà. Donc, et pour orienter les mesures. Et les gens vont moins dans la rue aussi. On n'a jamais vu une manifestation contre la CVAE, donc ça, c'est peut-être plus facile aussi. Non. Bon, il faut dire qu'elle a baissé quand même. Ouais, c'est ça. C'est quand même. Là, elle a du mal à mourir. C'est ça. Hein, voilà. Et on est moins brutal là que pour les organismes de gestion agréée. Hein. Quand même, il faut le dire, on est beaucoup moins brutal. Mais bon, voilà, c'est pas le même point de vue. Hein, voilà. Bon, et je crois que merci pour votre attention. J'en ai terminé pour la fiscalité des entreprises. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, si je suis allé trop vite, si j'ai trop bafouillé. Non. Voilà. Alors, on va se rapprocher comme ça. Ouais. Tigrane doit se mettre dans le starting block. Voilà. Donc, je ferai clic, 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 Tigrane, en essayant de suivre ton rythme. Je regarde juste si on a des questions, mais j'ai l'impression que non. Donc, comme quoi, Christian a été parfaitement clair. Mais voilà, il me semble que c'est bon. Ouais. Non, bah, écoute, tu vois, on a toujours autant de participants. Il y en a même certains qui nous ont rejoints en cours de route. Voilà. Merci à vous. Et ils ont été plutôt attentifs. Donc, nous deux, on va rester ensemble comme ça. Comment dire, Tigrane, il nous verra déjà notre combine. Ah, tu nous vois, Tigrane? Oui, tout va bien. Comme ça, on va te voir découvrir. Moi, je vais découvrir les mesures avec. Donc, voilà. Donc, Tigrane, on va être tout oui. Je n'y connais rien. Voilà, on t'écoute, c'est à toi. Et alors, déjà suivre le slide pour mettre au bon endroit. Voilà, exactement. Et c'était pas ce bouton-là? Non, c'est pas ça. Ah, c'est ça. Ah, voilà. Ah, ben voilà, le contact de Christian. Voilà. Et maintenant, les nouveautés fiscales pour les particuliers avec Tigrane. Et tu as vu, on te laisse la parole à 10h27. Magnifique. Voilà. Ça, tu as tout le temps. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, moi, je suis fiscaliste chez FIBA et c'est moi qui va avoir le plaisir, si on peut dire ça comme ça, de vous présenter les nouveautés relatives à la fiscalité des particuliers parce que, contrairement à l'impôt sur les sociétés, à l'impôt sur le revenu, il y a eu quand même pas mal de nouvelles dispositions. Donc, on va commencer tout doucement par une actualisation du barème progressif de l'impôt sur le revenu, puisque le barème de l'impôt est progressif. Les seuils sont fixés chaque année en tenant compte de l'inflation. Cette année, l'inflation a entraîné une augmentation de 1,8% des différentes tranches du barème progressif. Donc, pour un couple, il faut multiplier par 2 ces seuils-là. Pour un célibataire, donc une part, on est à 11 497 €. Pour ne pas être imposé, et au-dessus, jusqu'à 29 000, on est à 11, au-delà à 30 et au-delà de 180 000 à 41. La dernière tranche pour un célibataire, c'est 180 000 pour avoir 45%. Du coup, juste pour information, pour les personnes qui sont salariées, le taux de prélèvement à la source avec les grilles qui s'appliquent chez les employeurs quand on ne communique pas le taux individualisé. Ce barème a été actualisé également au 1er janvier 2025, mais bien sûr, comme les prélèvements ont commencé à partir de janvier jusqu'à la fin du mois de février avec les anciens barèmes, puisque les employeurs n'avaient pas encore le taux, puisque la loi de finances a été publiée le 15 février 2025. Donc à partir de maintenant, les seuils ont été actualisés pour ceux qui utilisent les barèmes. Ensuite, nous avons donc pour le calcul de l'impôt sur le revenu, vous avez vu les tranches, ensuite il y a un certain nombre de montants qui vont venir réduire l'imposition, en tout cas le revenu imposable.
notamment les parts supplémentaires du quotient familial. Pour rappel, un célibataire a une part, un couple a deux parts, et les enfants viennent s'ajouter pour apporter des parts supplémentaires. Sachez que donc il y a un quotient familial qui va être augmenté avec les enfants et il existe un plafonnement du quotient familial. Du coup, chaque demi-part supplémentaire qui vient s'ajouter à un célibataire ou à un couple est plafonné à 1 791 €. Ça a aussi été actualisé. L'année dernière, on était à 1 759. Pareil pour les parents isolés, c'est-à-dire les personnes célibataires, divorcées, séparées, qui vivent avec un enfant à charge et qui sont seuls au 1er janvier de l'année. Ils bénéficient également d'une réduction d'impôt qui est de maximum 4 224 €. Lorsque les enfants qu'ils ont à charge sont en garde alternée, ce plafond est divisé par 2, donc on arrive à 2 112 €. Tigrane, ça, on peut peut-être insister juste sur le fait de dire que c'est justement la situation au 1er janvier. Parce que moi, je me souviens que je disais toujours à mes clients, quand tu dois te mettre avec quelqu'un, mets-toi avec quelqu'un, par exemple, le 14 février. Comme ça, le 1er janvier, tu peux encore bénéficier de ça pour un an. Non, voilà. Justement, alors, quand il y a un changement de situation en cours d'année, c'est ça la spécificité, c'est au 31/12 de l'année qu'il faut se baser. Voilà, donc malheureusement, vous ne pouvez pas dire qu'au 1er janvier, j'étais seul avec mes enfants et à partir du 1er juillet, je suis en concubinage. Ça ne va plus marcher. Donc, dès qu'au 31 décembre de l'année, vous n'êtes plus dans la même situation qu'au 1er janvier, on considère qu'il y a un changement de situation et vous perdez le bénéfice de la case T que vous devez cocher lors de la déclaration d'impôt sur le revenu pour bénéficier justement de cette augmentation du quotient familial. Donc, si vous avez un enfant à charge, c'est 0,5. Si vous cochez la case T, vous avez également 0,5 parts en plus, ce qui fait que l'enfant qui vous apporte 1 791 €, incluons donc dans les 4 224 €, votre plafond maximum sera de 4 224 €. OK. Voilà. On va passer à la suite. Il y a eu aussi une augmentation pour tout ce qui est des pensions alimentaires qui sont déductibles du revenu imposable. Ça concerne les personnes qui ont des enfants majeurs. Jusqu'à 21 ans sans condition et entre 21 et 25 ans, c'est la condition d'être étudiant. Oui. Donc, du coup, 6 794 € pour la pension alimentaire d'un enfant majeur, si vous pouvez le justifier. Par contre, si l'enfant majeur réside sous votre toit, il n'y a pas de justification jusqu'à 3 700 €. Pour ce qui concerne les autres situations, il y en a pas mal. Par exemple, vous bénéficiez d'un abattement de 6 794 € si vous avez des enfants mariés ou pacsés ou chargés de famille que vous déclarez avec vous à charge. Comme ils sont mariés et pacsés, bien sûr, s'ils remplissent les conditions d'être étudiants, avoir moins de 25 ans, vous pouvez les rattacher. À ce moment-là, ce n'est pas une augmentation de votre quotient familial avec des parts, c'est un abattement de 6 794 €. Pareil pour ce qui concerne la limite de déduction d'une pension alimentaire que vous versez à un enfant majeur chargé de famille qui fait sa déclaration d'impôt seul. Si vous avez un enfant, par exemple, je ne sais pas, qui a un enfant séparé, divorcé ou veuf, à ce moment-là, vous pouvez subvenir à ses besoins à hauteur de 13 588 €. Pareil, si vous avez des enfants qui sont mariés et les beaux-parents subviennent également aux besoins, à ce moment-là, chacun a le droit, les parents et les beaux-parents peuvent subvenir aux besoins des enfants dans la limite de 6 794 €. Par contre, attention, ces pensions alimentaires qui sont déclarées, déduites par les parents, doivent être réintégrées dans la déclaration des revenus des enfants. Ensuite, du coup, je vous ai dit avant le barème, on n'est pas imposé pour un célibataire jusqu'à 11 000 et quelques. Mais dites-vous que si vous dépassez de peu ce seuil-là, quand je dis de peu, c'est entre 11 000 et 19 000 €, vous bénéficiez d'une décote. Il y a une formule de calcul qui est pour un célibataire la différence entre 889 € et 45,25% de son montant pour les personnes célibataires. Et du coup, on a la différence entre 1 470 € et les 45% pour un couple marié ou pacsé. L'avantage, c'est quoi? C'est que si vous êtes célibataire, vous percevez 19 000 € de salaire. Grâce à la décote, vous ne paierez pas d'impôt, alors que vous dépassez la première tranche du barème progressif de l'impôt. Ça a été fait justement pour les personnes qui ont de faibles revenus et qui dépassent de peu les seuils de 11 000 et quelques. Ok, donc 19 000 €. Ouais, environ 19 300 €. Ouais. C'est pour ça aujourd'hui, en fait,
quelqu'un qui reçoit 20 000 euros, célibataire, ou un couple qui reçoit ensemble 38 à 39 000 euros ne vont pas payer d'impôts s'ils n'ont que ça comme revenu imposable. D'accord, parfait. Voilà. Ensuite, on va partir sur la grande nouveauté qui a été introduite et qui fait débat et qu'on attend encore des commentaires de l'administration fiscale. C'est ce qu'on appelle la contribution différentielle sur les hauts revenus. Une contribution qui a été mise en place uniquement, je le précise, pour l'année 2025 pour le moment. Mais vous savez comment c'est l'administration fiscale, quand elle voit qu'une disposition marche très bien, vous allez le voir d'ailleurs par la suite, certaines dispositions sont prorogées éternellement. On dit qu'il y a une date de fin, mais jusqu'à aujourd'hui, on ne le voit pas, comme pour la CVAE, comme l'a parlé Christian, il y a des dispositions qu'on n'arrive pas. Donc là, pour l'instant, c'est prévu uniquement pour la déclaration des revenus de 2025, à faire donc en avril 2026. Qu'est-ce que prévoit cette disposition? C'est basé sur les mêmes règles que ce qui existe aujourd'hui, c'est la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Donc, pour un couple, c'est la limite de 500 000 euros et pour un célibataire, 250 000 euros de revenu fiscal de référence. On va appliquer à ce revenu fiscal de référence un certain nombre de majorations pour, on va dire, l'agrandir, puisque le plafond prévu pour la CEHR n'est pas le même pour le revenu fiscal de référence que pour la CDHR. En fait, la CDHR a des règles un peu plus strictes. Donc, on va sortir du revenu fiscal de référence pour calculer l'assiette des 20% qui va s'appliquer. On va déduire certains abattements qui ont été tenus compte à l'impôt sur le revenu. Donc, une fois qu'on a calculé ce revenu fiscal qu'on appelle donc majoré, en déduisant les investissements, les mécénats, les crédits d'impôt, réduction d'impôt qui sont prévus, d'où l'attente également des commentaires administratifs, on va appliquer un taux qu'on appelle donc minimum de 20% sur ces hauts revenus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes célibataire, vous avez 300 000 euros de revenus fiscal de référence, on va appliquer 20% et on va avoir un certain montant. Et on va regarder combien d'impôts vous avez payé avec le barème progressif, après déduction et crédit d'impôt. Et à la fin, on va regarder si ça dépasse ou pas 20% du revenu fiscal. Si ça dépasse, à ce moment-là, on garde l'impôt que vous payez. Par contre, si ça ne dépasse pas, vous allez payer la différence entre les 20% sur le revenu fiscal de référence et le montant de l'impôt que vous avez à payer avec le barème progressif de l'impôt. Attention, là où en fait cette disposition va avoir un impact, c'est surtout pour les personnes qui ne perçoivent pas beaucoup de salaire et qui prennent essentiellement des dividendes, des revenus de capitaux mobiliers soumis à abattement quand on opte pour le barème progressif. En fait, ça a été fait pour ces gens-là essentiellement. Puisque moi, par exemple, la plupart de mes clients, quand on a des hauts revenus, on est rapidement au-dessus de 20%. Hein. Vous ne faites pas d'illusions. Vous voyez sur votre avis d'imposition, dans la page 4 depuis l'année dernière, il vous met le taux moyen d'imposition. Vous voyez, la plupart des gens qui ont des très hauts revenus, on est largement au-dessus à 20%. Un célibataire avec 300 000 euros de revenus, vous vous doutez bien, il ne va pas payer 20% d'impôt. Donc, c'est essentiellement pour ceux qui essaient d'optimiser leur situation, pour prendre par exemple des revenus un peu diversifiés qui ne sont pas soumis au barème progressif de l'impôt ou qui sont soumis à des abattements avant imposition au barème. Donc, c'est pour ces personnes-là que la CDHR a été mise en place pour essayer d'avoir une imposition minimale de 20%. Donc, on va voir si ça va avoir un succès ou pas. À mon avis, avec tous les majorations et retraitements qui sont prévus dans le cadre du revenu fiscal de référence, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde qui va être concerné par la CDHR. Et juste pour précision, les gens qui seront concernés par la CDHR seront automatiquement concernés par la CEHR, alors que l'inverse n'est pas vrai. Si on est soumis aujourd'hui à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, ça ne veut pas dire que vous allez automatiquement être soumis à la CDHR en 2025. Donc ça, il faudra suivre. Normalement, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, le revenu fiscal de référence apparaît sur la page 1 et 3 de vos avis d'imposition. Et je pense pour 2025, on aura un revenu fiscal de référence spécial CDHR, à mon avis, en tout cas je l'espère. Sinon, ça va être un peu compliqué pour les particuliers de faire leur déclaration d'impôt correctement. Juste dernière précision sur la CDHR, ils n'attendent pas, l'administration fiscale ne va pas attendre la déclaration des revenus pour faire ce prélèvement. Ils ont prévu une déclaration sous forme d'acompte et paiement entre le 1er décembre et le 15 décembre 2025. C'est pour ça qu'on attend les commentaires exacts. Ça veut dire que vous allez devoir, les personnes concernées, si vous avez moins de 20% de revenus imposables, enfin,
d'impôt minimal, vous allez devoir calculer un acompte et reverser 95% de l'acompte à l'administration fiscale. Et là où est l'aberration et que je rejoins Christian, la brutalité de cette mesure, c'est que comment voulez-vous qu'un particulier arrive à calculer un acompte de manière juste, verser 95%, sachant qu'ils ont mis en place des sanctions qui sont là justement pour dire que lors de l'année de déclaration, si on regarde que votre acompte est inférieur à 95% ou vous n'avez pas versé l'acompte, vous allez avoir une pénalité qui correspond à un certain pourcentage de l'acompte que vous auriez dû payer. Donc là, j'espère vraiment qu'il y aura des mesures d'aménagement parce que ça va être, entre guillemets, un carnage. Parce que la plupart des particuliers n'ont pas la capacité de faire ce type de déclaration, surtout en 15 jours. Du 1er décembre au 15 décembre, ils disent 95% puisqu'ils ne veulent pas attendre la fin de l'année du mois de décembre. Donc, malheureusement, il faut attendre juste les commentaires, mais suivez si vous pensez être concerné. Faites attention, d'ici la fin de l'année 2025, il y aura des acomptes à payer, ça peut faire mal. Tigrane, j'ai une petite question. Est-ce que l'administration fiscale rembourse l'aspirine que tu vas être obligé de prendre? Ça, faut regarder avec le médecin si vous le prescrivez ou pas. Bon, mais après, vous allez pouvoir l'étudier aussi au moment de l'établissement de l'impôt sur le revenu. Là, oui, on va déjà, moi, pour mes clients, je vais forcément faire un point avec eux quand ils sont concernés, mais pour les personnes qui le font eux-mêmes, il faut juste faire attention parce que ça peut être salé à la fin si on ne respecte pas les règles. Bon, voilà. En fait, tes copains avec un membre du gouvernement, tu t'es dit que ça serait des belles missions pour Taxassist dans la période où il y a moins de travail. C'est ça que tu t'es dit. Nous, on a un peu de possibilité octobre-novembre. Hein, donc, c'est pour ça que tu as demandé un acompte en décembre pour pouvoir travailler octobre-novembre. Exactement. C'est ce que je dis. Moi, je n'ai pas besoin de faire de publicité. L'administration fiscale fait ma propre com. Voilà, exactement. Alors, diapositive. On va passer à la suite. Ensuite, donc, on a les cessions de titres pour départ à la retraite. Alors, pour les personnes qui ont des entreprises, des sociétés qui sont gérants, présidents, etc., sachez qu'il existe déjà encore aujourd'hui une disposition qui prévoit un abattement de 500 000 € sur le montant de la plus-value que vous réalisez lorsque vous cédez vos titres pour faire valoir vos droits à la retraite. Sauf que cette disposition, elle devait se terminer au 31 décembre 2024. Pareil, comme avant, une disposition qui a été prorogée jusqu'au 31 décembre 2031. Donc, 7 années de plus. La condition étant, si vous cédez, vous devez avoir liquidé soit au plus tôt 2 ans avant le départ, avant la cession, faire le départ à la retraite, ou alors au plus tard, dans les 2 ans qui suivent la cession, demander votre départ à la retraite. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Juste pour précision, ça ne va pas se cumuler avec les abattements pour durée de détention lorsqu'on applique le calcul de la plus-value. Vous allez avoir une option. Soit vous appliquez les abattements de droit commun avec les durées de détention, si les titres sont antérieurs à 2018, soit vous allez appliquer l'abattement forfaitaire de 500 000 €. Par contre, la chose qui est importante, c'est que cet abattement ne s'applique pas sur les prélèvements sociaux. Ça veut dire que la plus-value brute que vous allez calculer sera quand même soumise aux prélèvements sociaux qui sont aujourd'hui de 17,2%. Donc, on échappe un peu à l'impôt, mais pas aux prélèvements sociaux. Ensuite, du coup, pareil, là, je vais rapidement passer, mais je le mentionne quand même, il y a eu un aménagement du régime des BSPCE. C'est quoi? Ce sont les bons de souscription de part de créateurs d'entreprises. C'est pour, bien sûr, pousser un peu à la reprise d'entreprise, à la création et à motiver les entrepreneurs. Toutefois, l'administration fiscale, pareil, s'aligne un peu sur le régime de ce qui se fait aujourd'hui sur les actions gratuites et sur les stocks options. Jusqu'à aujourd'hui, en fait, vous aviez un tarif préférentiel pour les bons pour avoir une option de souscription aux actions plus tard, avec un tarif préférentiel fixé aujourd'hui, et on calculait un gain lorsque vous cédiez ces actions. Il n'y avait pas de taxation lorsque vous faisiez l'option. On taxait uniquement lors de la cession, avec le prix de cession, moins le gain d'acquisition que vous aviez lors de l'option. Aujourd'hui, l'administration fiscale fait marche arrière et dit qu'on va faire 2 gains. Le premier, c'est le gain d'acquisition. Lorsque vous allez faire l'option de souscrire ces titres, à ce moment-là, on va calculer un gain d'acquisition. Et quand vous allez vendre, on va taxer ce gain d'acquisition en même temps que la plus-value de cession que vous allez éventuellement faire.
puisque en général, ce type de titre est censé prendre de la valeur, donc vous êtes censé faire une plus-value. Bien sûr, si vous faites une moins-value parce que la start-up ne fonctionne pas, vous allez pouvoir imputer la moins-value, mais l'objectif étant qu'il y ait une taxation au niveau du gain d'acquisition et au niveau du gain de cession. Et tout se fait l'année de la cession. On va calculer la valeur du gain l'année d'acquisition de la levée d'options. Par contre, on va taxer l'année de cession. Ensuite, dans le même registre, c'est le slide suivant, c'est les aménagements du régime des management packages. Ça, c'est pareil, ça a été mis en place il y a quelques années pour inciter les grands salariés, on va dire ceux qui ont une forte valeur ajoutée, à les fidéliser dans les grandes sociétés, pas forcément cotés, mais du coup, en leur attribuant des titres. Sauf que pareil, ils se sont rendus compte que les dirigeants, les salariés se mettaient souvent d'accord pour avoir une grande partie de rémunération en actions. Et du coup, souvent, ça permettait d'optimiser la fiscalité au niveau des salaires, donc recevoir moins de salaires, mais avoir beaucoup d'actions pour être imposé à la flat tax. Du coup, l'administration fiscale a mis en place un plafond de performance financière afin de distinguer ce qui est taxable comme plus-value lorsqu'on fait un gain et ce qui est taxable comme salaire si on ne dépasse pas ce plafond. Alors, donc si on dépasse le plafond de performance financière, non, je ne vous ai pas mis le calcul parce que sinon j'allais vous perdre. Si on dépasse ce plafond, on est taxé comme salaire. Par contre, si on ne dépasse pas, on est taxé comme une plus-value. Donc tout ceci afin d'harmoniser l'imposition des contribuables. Et le gain, pareil, il y a une formule de calcul qui a été mise en place, je vous l'ai mis en dessous. C'est le prix de souscription ou acquisition multiplié par la performance financière qu'il faudra calculer à part et ensuite déduire le prix de souscription ou d'acquisition. Donc pour vous dire, si jamais vous êtes concerné, n'hésitez pas à aller voir un spécialiste parce que ça peut vraiment avoir de grosses conséquences si on calcule mal. Par contre, pareil, comme la loi de finances est entrée en vigueur le 15 février 2025, c'est pour les souscriptions, enfin pour les cessions, de titres intervenus à compter de cette date. Pour tout ce qui est intervenu avant, c'est les anciennes règles, donc il n'y a que la taxation sous forme de plus-value, sans plafond de performance financière. Ensuite, nous avons également un aménagement pour les distributions de dividendes à des non-résidents, puisqu'aujourd'hui, il y a un prélèvement à la source qui est appliqué pour les personnes qui perçoivent des revenus de capitaux mobiliers lorsqu'ils ont leur siège en France, à l'étranger, ou leur domicile fiscal en France. C'est normalement le PFU que vous avez sûrement entendu, c'est les 12,8% plus les prélèvements sociaux de 17,2% lorsque les personnes sont affiliées à une sécurité sociale française. Alors, la loi de finances de 2025 aménage ces mécanismes parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un certain nombre de structures qui transféraient les titres temporairement à des sociétés ou des entités résidents fiscales français pour éviter d'avoir ce prélèvement à la source sous conditions. Certaines conditions permettent de ne pas avoir de prélèvement à la source en France. Et du coup, pour éviter ce type de transfert, donc les bénéficiaires effectifs, même s'ils transfèrent ces titres à des entités résidentes françaises, seront quand même soumis à la retenue à la source. Pareil, disposition applicable à compter du 16 février 2025. Dans le même registre, pour les non-résidents, lorsqu'il y a des cessions de titres qui sont intervenues, alors normalement, vous n'avez pas l'option pour le barème progressif de l'impôt parce que vous êtes non-résident, vous avez un taux minimum d'imposition en France et vous avez le PFU qui va s'appliquer pour les plus-values. Ils se sont rendus compte suite à une jurisprudence qui a condamné la France parce que le fait de taxer un non-résident venait à le taxer de manière inégale comparé à un résident fiscal français. Une disposition nouvelle, donc avec la loi de finances, prévoit que par voie de réclamation, si un contribuable non résident estime, en tout cas calcule qu'il aurait payé moins d'impôts s'il était considéré comme résident fiscal français, il a le droit de faire par réclamation une demande de remboursement de la différence de l'impôt entre la taxation en tant que non-résident et la taxation en tant que résident fiscal français, notamment en ayant bénéficié de l'impôt sur le revenu, du barème de l'impôt sur le revenu et des abattements qui pourraient en découler. Attention, cette disposition applicable à partir du 22 novembre 2024, comme on n'aime pas faire les choses simples et être uniforme. Pourquoi? Parce que c'est la date de dépôt au Sénat de l'amendement du gouvernement à l'origine de cette mesure. Ensuite, je passe donc à tout ce qui concerne réduction et crédit d'impôt. On le sait aujourd'hui, on l'utilise de plus en plus souvent.
Il y a un certain nombre de crédits d'impôt pour l'emploi des salariés à domicile. Et ça correspond à 50% des dépenses qui sont effectivement payées dans une certaine limite. Pour les personnes célibataires ou en couple sans enfants à charge, la limite de dépenses est de 12 000 euros et majorée de 1 500 euros par enfant à charge dans la limite de 15 000. On est plafonné à 18 000 quand on a la première année d'utilisation d'un crédit d'impôt et quand on est handicapé, c'est 20 000. Et du coup, depuis la loi de finances 2025, lorsqu'on fait appel à un particulier employeur, on a l'obligation, dans sa déclaration des revenus, ouais, on aime bien compliqué, c'était pas assez compliqué jusqu'à maintenant, à indiquer la nature de l'organisme ou de la personne que vous employez, que ce soit une personne morale ou physique, et indiquer les sommes versées ainsi que la nature de la prestation. Pourquoi ils vous demandent la nature de la prestation? C'est parce qu'ils veulent vérifier que ce soit bien des prestations éligibles au crédit d'impôt pour service à la personne à domicile. Donc, il faut par contre vérifier et garder toujours les attestations que ces employeurs ou les sites spécifiques du style Page Emploi, CESU vous donnent, sachant que la prescription fiscale est de 3 ans. Je vous conseille fortement de garder les justificatifs. Dans le même sujet, pour les réductions et crédits d'impôt, on a eu la réapparition d'une réduction d'impôt pour un certain nombre de dons, notamment les dons faits aux organismes d'intérêt général qui, à titre principal ou gratuitement, accompagnent les victimes de violences domestiques ou contribuent à favoriser leur relogement, ainsi que les dons faits aux organismes d'intérêt général d'aide aux personnes démunies, qui assurent notamment la fourniture gratuite de nourriture ou de soins médicaux. La réduction d'impôt étant de 75% des versements dans la limite de 1 000 euros. Pareil, attention, s'il s'agit des versements effectués à compter du 15 février 2025. Ce qui a été fait avant cette date bénéficie d'une réduction d'impôt de 66%. Sans limite. Si une limite existe, mais elle est assez élevée, c'est 20% du revenu imposable. Dans la continuité, il y a également tout ce qui est réduction d'impôt pour dons au niveau du patrimoine, puisque suite à l'incident de Notre-Dame de Paris, on a eu un certain nombre d'associations qui se sont réunies pour créer une sauvegarde du patrimoine de manière nationale. Et du coup, les dons faits à des fondations reconnues d'utilité publique qui œuvrent pour la sauvegarde du patrimoine local, pour la conservation et la restauration du patrimoine immobilier religieux. Vous avez également des dons qui sont possibles à compter du 15 février 2025 et bénéficient de 75% de réduction d'impôt dans la limite de 1 000 euros. Attention, cette limite pour la sauvegarde du patrimoine est indépendante de la limite des 1 000 euros que j'ai citée précédemment. Donc, vous avez deux limites de dons de 1 000 euros avec 75% et tout ce qui dépasse les 1 000 euros sont déductibles avec une réduction d'impôt de 66%. Ouais. Et alors, juste, je suis désolée, là, parce que l'aide aux plus démunis, c'était l'amendement Coluche, mais là, c'est quand même amendement Coluche et puis violence domestique. Là, c'est le même plafond de 1 000 euros. Ils les deux ensemble pour avoir la limite de 1 000 euros pour les deux. Mais donc là, c'est important que tu nous dises. À la limite, il y a 1 000 euros là pour l'amendement qu'on connaissait et encore plus 1 000 euros pour la sauvegarde du patrimoine, quoi. Hein? Exactement. C'est ça. Ouais, ok. Ensuite, petit avantage c'est l'OC-avantage plutôt, qui va apporter un certain nombre de réductions d'impôts en fonction des contribuables qui s'engagent à faire une location sous certains seuils en s'engageant avec l'ANA, qui est l'Agence nationale de l'habitat, et ça vous permet de bénéficier d'une réduction d'impôt qui va de 15 à 65% selon le mode de location et l'écart entre les loyers et le prix du marché. En gros, vous vous engagez pour une certaine durée à louer sous le seuil du marché afin de bénéficier d'un certain nombre de réductions, un certain pourcentage de réduction d'impôts. Ce dispositif existait et était prorogé jusqu'au 31 décembre 2024. La loi de finances étant intervenue pour proroger cette disposition jusqu'au 31 décembre 2027. Juste pour précision, c'est ce qui remplace en fait le dispositif qui existait avant. C'est le dispositif COST qui vous permettait 85% de réduction d'impôts. Ensuite, nous avons la souscription au capital de société des IRPME ou les réductions d'impôts qu'on appelle Madelin. Donc, quand vous souscrivez à des sociétés au capital initial de ces sociétés-là, ou lors de l'augmentation de capital, ou alors à des souscriptions de titres participatifs dans des sociétés coopératives de production, vous avez le droit à une réduction de 18%, réduction d'impôt.
Sauf que depuis la loi de finances donc, de 2025, on a quelques aménagements à ces dispositions. Notamment, il y a un certain nombre de titres qui ne peuvent plus être tenus compte, notamment les titres qui figurent dans un sous-compte français du produit pan-européen d'épargne retraite individuelle. Il s'agit en grosso modo d'un PER au niveau européen. Et les fonds d'investissement de proximité ne peuvent plus en bénéficier. Et il y a eu des aménagements en ce qui concerne les JEI, donc les jeunes entreprises innovantes, puisqu'en France, on veut toujours booster l'innovation avec l'augmentation de la réduction à 30% au lieu de 18% lorsqu'ils ont été faits entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2028. Pareil pour les entreprises solidaires d'utilité sociale, la réduction d'hier passe à 25%. Ensuite, nous allons avoir une réduction pour la souscription des entreprises de presse au capital d'entreprises de presse, la réduction étant de 30% et 50% lorsqu'il s'agit d'entreprises solidaires de presse d'information. Disposition qui existe aujourd'hui, ça a été prorogé par la loi de finances 2025 jusqu'au 31 décembre 2027 et dans une certaine limite qui sont de 10 000 euros pour les célibataires et 20 000 euros pour les couples. Attention, pareil, c'est à partir du 15 février. Donc, si vous avez fait des versements avant le 15 février, ça ne va pas être valable, en tout cas pour ne pas bénéficier de ces taux-là. Donc, pareil, entre le 1er janvier et le 15 février, on est un peu pris au piège si vous avez fait des versements. Nous avons également, donc, depuis le 1er janvier 2023, ça avait fait beaucoup de bruit, beaucoup de problèmes, et la Cour des comptes a condamné parce que la mise en place de ces dispositifs n'était pas bien préparée et la France a perdu beaucoup de millions dans cette disposition. C'était la déclaration des biens immobiliers. Vous savez, ils ont créé une petite rubrique sympathique sur impôts.gouv des particuliers et des sociétés SCI que vous déclarez. Il fallait déclarer tous les biens que vous détenez, que ce soit la résidence principale, secondaire, louée, etc., afin d'indiquer qui est le locataire, pour ne pas payer de taxes d'habitation sur ces résidences considérées secondaires. Du coup, ils ont restreint le champ d'application de cette taxe d'habitation pour les résidences secondaires. Et du coup, à partir de maintenant, ceux qui sont concernés, donc à partir de 2025, par la taxe d'habitation, ce sont les locaux meublés conformément à leur destination d'habitation autre qu'à titre principal. Donc, exclut ceux qui font l'objet d'un usage exclusivement professionnel, peu importe qu'ils soient ou non imposables à la CFE. Les locaux qui servent en partie pour l'exercice d'une activité professionnelle imposable à la CFE sont soumis à la taxe quand ils font partie de l'habitation personnelle du contribuable. L'exonération plus large des logements d'urgence, notamment pour ce qui est hébergement temporaire en cas de tempête ou de crise, notamment inondation, pour les logements étudiants, les CROUS, etc. Je précise juste pour le premier point, les locaux meublés, c'est seulement si vous avez gardé, en tout cas on considère que vous avez gardé une partie de l'année la jouissance personnelle. Si vous pouvez apporter la preuve qu'un logement a été loué du 1er janvier au 31 décembre, en tout cas que vous ne vous êtes pas réservé la jouissance durant une période de cette année, vous n'aurez pas payé la taxe d'habitation sur ces locaux-là. Alors qu'avant, dès qu'il y avait une vacance, ils considéraient que c'est secondaire et ils appliquaient cette taxe. Ensuite, la gestion du patrimoine immobilier, ça c'est la petite nouveauté du coup qui fait beaucoup de bruit. C'est toutes les personnes en fait qui faisaient de la location meublée non professionnelle. À partir de maintenant, les personnes qui vont céder les biens qu'ils ont loués meublés. Alors là, il y a encore des débat entre le régime réel ou micro, mais je vais en parler juste après. Sachez que pour les personnes qui vendent des biens qui ont été loués meublés non professionnels, le calcul de la plus-value se fait comme pour les personnes qui étaient loueurs meublés professionnels en ce qui concerne la réintégration des amortissements dans le calcul de la plus-value chez le notaire. Le notaire, jusqu'à maintenant, faisait prix de vente moins prix d'achat, en réintégrant bien sûr quelques frais de notaire et les travaux que vous avez pu faire. Ben là, maintenant, il va devoir réintégrer les amortissements dans le calcul de la plus-value. Ces amortissements que vous avez faits et déduits fiscalement dans l'alias fiscal quand on est au régime réel et l'MNP. Par contre, là, aujourd'hui, la déclaration 2048 IM qui a été mis à jour par l'administration fiscale afin d'aider les notaires à calculer le montant de la plus-value, pour l'instant, il parle que du régime réel. Sauf que le texte de la loi de finances et l'article 50 qui en découle prévoit qu'en fait, normalement, même les personnes qui ont fait de la location meublée au régime micro devraient calculer un amortissement linéaire
afin de réintégrer cet amortissement dans le calcul de la plus-value, puisque l'abattement qu'il bénéficie au régime micro, qu'il soit de 71, de 50 ou de 30%, inclut une quote-part d'amortissement et qu'il parle d'amortissement linéaire. Donc, on attend les appareils, les commentaires administratifs afin d'avoir une confirmation. Mais dites-vous que si vous avez amorti pendant 10 années un bien en LMNP et que vous vendez plus tard, sur le montant de la plus-value, vous allez réintégrer les 10 années de location pendant lesquelles vous avez fait ces amortissements. Si vous avez amorti, par exemple, 2 000 € par an pendant 10 ans, vous allez réintégrer 20 000 € dont le montant de la plus-value est taxé chez le notaire. Et juste pour rappel, chez le notaire, vous êtes taxé à 19% d'impôts et 17,2% de prélèvements sociaux. Et du coup, on arrive vers la fin. Il y a eu certaines exonérations du coup qui ont été mises en place pour les cessions, notamment cessions de droits de surélévation et cessions au profit d'organismes sociaux. Ces dispositions qui existaient ont été prorogées jusqu'au 31 décembre 2026 afin de permettre aux personnes de bénéficier de droits de surélévation sans avoir d'imposition sur les plus-values qui généreraient, notamment lorsque vous reconstruisez en agrandissant avec un étage supplémentaire ou un toit supplémentaire. Pareil pour les logements sociaux, il s'agit notamment pour les aides aux personnes en difficulté ou les étudiants ou les HLM, ce genre de bâtiments. Et la dernière chose pour moi qui est la plus importante que tout le monde va, je pense, être intéressé, c'est ce qui concerne les donations, puisque je pense que les personnes qui ont des enfants qui font des donations aujourd'hui, qui envisagent de le faire, savent que vous pouvez déjà, la loi le permet, faire une donation de 100 000 €, que ce soit sous forme d'argent ou immobilier. Donc, si vous donnez une maison, vous avez le droit de donner 100 000 € par enfant, par parent, tous les 15 ans, net d'impôts. À côté, vous avez également le droit de donner 31 865 € en argent uniquement, par parent, par enfant, tous les 15 ans. Là, la nouvelle disposition qui vient avec la loi de finances 2025, c'est que vous pouvez donner 100 000 € par enfant dans la limite de 300 000 par donataire, c'est-à-dire un enfant ne peut pas recevoir plus de 300 000 €. Donc, enfants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants, et à défaut neveux-nièces, peuvent recevoir 100 000 € net d'impôts si dans les 6 mois de la donation, ils achètent ou ils construisent une résidence principale où ils font des travaux de rénovation énergétique éligibles à la prime transition énergétique. C'est la prime Rénov, si jamais. Et vous devez conserver par contre le bien en résidence principale pendant 5 ans. Attention, ne pensez pas que vous allez être plus malin aujourd'hui avec toutes les déclarations qu'on a à faire, que ce soit par le notaire ou sur la déclaration impôt.gouv en ligne. Il suffit que l'administration fiscale remarque que vous n'avez pas continué pendant 5 ans à le garder comme résidence principale. Vous ne pourrez pas bénéficier de cette exonération et ils vous feront un petit rattrapage, sachant que la prescription étant normalement de 3 ans également. Sauf fraude, bien sûr. Disposition applicable à compter du 15 février 2025 et se termine le 31 décembre 2026. Je ne peux pas vous dire si ce sera prorogé, mais en tout cas, c'est une disposition qui peut être intéressante pour vous. Notamment, ça a été mis en place parce qu'ils veulent pousser les gens qui ont des locations avec des classes E, F et G en DPE à faire des travaux. Et comme les coûts sont élevés, les parents viennent souvent en aide. Et c'est justement pour pouvoir faire ces travaux-là que ça a été mis en place. Voilà, voilà. Ah ouais, attends, je vais changer parce que tu as une petite question, je te la poserai. Ou attends, je te la pose ici parce qu'elle est liée à ça. Elle est liée en fait à cette diapo-là, comment dire, où on faisait comme remarque, du coup, l'acquisition d'un bien meublé pour moins de 25 ans de détention est déconseillée à l'avenir, hein, puisque tu avais parlé, tu sais, d'un amortissement linéaire. Et donc, c'est ça que vous retenez un amortissement sur 25 ans? C'est ça. En fait, c'est exonéré d'impôt sur le revenu si vous le détenez minimum 22 années et de prélèvements sociaux si vous le détenez 30 années. Par contre, si vous avez moins de 22 années, effectivement, si vous avez amorti et que ça a été loué meublé, pendant la période de location meublée, les amortissements que vous avez effectués seront réintégrés. Je ne dis pas que ça vaut plus le coup. Il faut juste calculer ce que ça vous apporte l'économie d'impôt à l'impôt sur le revenu en faisant un régime réel, par exemple, pour savoir combien d'impôts vous économisez parce que vous allez devoir déclarer votre bilan liasse fiscale à l'impôt sur le revenu. Si maintenant vous êtes à zéro pendant 15 ans et qu'à la fin vous déclarez l'amortissement et vous payez les 19% plus les 17,2% de prélèvements sociaux, ça représente 36,2.
faut voir à quelle tranche d'impôt vous étiez durant la vie du bien avec les loyers que vous avez économisés en impôt. Qu'est-ce que vous paierez à la sortie? Donc, effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. C'est juste des calculs mathématiques pour anticiper tout cela, sachant que c'est instable. Dans 2 ans, il y a des élections présidentielles. On n'est pas sûr que ça va rester. On n'est pas sûr que le nouveau gouvernement ou le nouveau président qui viendra, on n'aura pas de nouvelles dispositions. Donc là, je vais juste assez rapidement. C'était sur cette diapo-là, ouais. Parce qu'il est 11h04. Donc, la taxe de publicité foncière, la loi de finances permet en fait au conseil départemental de l'aménager, de l'augmenter jusqu'à 4,5% et d'exonérer les primo-accédants. Mais c'est volontaire, c'est pas obligatoire, c'est les conseils départementaux qui vont devoir décider s'ils font ces dispositions ou pas. Ensuite, nous avons également donc l'augmentation du malus. Là, plus de gens est concerné. Ça débute à partir de 113 grammes. On est tout de suite à un malus à 50 €. Et pour une voiture qui a 150 grammes par kilomètre, on est tout de suite à 3 000 € de malus. Et quand on a des voitures, notamment c'est les gros SUV ou les voitures de sport puissantes, quand on a plus de 192 grammes au kilomètre, là, l'addition, elle pardonne plus. C'est 70 000 €. C'est le tarif de 2-3 nouvelles voitures. À partir de 2026, pareil, ça va baisser d'1 gramme en 2027 également et augmenter de 10 000 € de plus le maximum. Donc, avec 70 000, 80 et 90 000 € d'impôts, je pense qu'on peut faire d'autres investissements avec ces montants-là. Ah, mais ça, c'est parce que toi, tu n'es pas fan de voitures qui polluent à hauteur de 192 grammes. C'est pas que je ne suis pas fan, c'est qu'on va dire, je fais co-avantage entre ce qu'on fait d'autres choix. Et avec ma petite conscience écologique. Ça va. Et pour finir, il y a eu des aménagements sur le taux de TVA pour tout ce qui était chaudière avec des combustibles fossiles. Donc avant, il y avait des taux de 5,5 et 10% pour tout ce qui était entretien des espaces verts, travaux comprenant la fourniture d'installations de chaudière utilisant des combustibles fossiles. Là, on va aligner à la TVA classique à 20%. Donc ça, c'est une augmentation, quoi. C'est ça. Et juste dernière information, tout le monde le connaît, le faisait. Quand vous faites des travaux où l'entrepreneur vous demandait de signer une attestation lui confirmant que vous aviez une résidence qui avait plus de 2 années. Cette attestation est finie. Maintenant, il faut juste une mention sur le devis ou la facture afin que vous puissiez bénéficier du taux réduit de 5,5 ou de 10%. D'accord. Tu avais encore cette diapo-là ? Oui, bon, ça c'est pour la crypto-monnaie. Obligation de déclaration de tous les comptes que vous détenez à l'étranger en ce qui s'agit d'actifs numériques. Ça veut dire détention, utilisation, ouverture, même si ce n'est pas à votre nom. Si vous avez des procurations, c'est pareil. Dès que vous utilisez des comptes numériques pour quelqu'un d'autre, vous avez quand même l'obligation de déclarer parce que le jour où l'administration fiscale vous rattrape, vous risquez une pénalité de 1 500 € par compte non déclaré. D'ailleurs, on a profité qu'on a aussi la déclaration à faire pour les comptes détenus à l'étranger. Sans parler de crypto-monnaie, ça existe aussi. Comme nous, on est en région frontalière, on était amené à régulièrement. Particulier, tout le monde particulier, société, vous devez déclarer les comptes bancaires parce que l'administration fiscale maintenant a un échange automatique avec les différents pays. Et les contrôles fiscaux aujourd'hui sont même envoyés automatiquement. Ouais, et ça fonctionne très bien, hein, on peut le dire. Comme nous, on est bien. Ils communiquent très bien ensemble. Voilà. Tu as encore pas mal de diapos? C'est pas possible, il en restait 2. Alors, notion de résidence fiscale. La notion de résidence, c'est que maintenant, la France, pareil, la Cour européenne des droits de l'homme a sanctionné la France. Du coup, la France, comme d'habitude, mauvais élève, préfère s'aligner une fois qu'elle se fait taper sur les doigts. Du coup, on aligne la notion de résidence et de domicile fiscal. Donc, c'est la notion de résidence fiscale au niveau de la Convention qui va primer. C'est-à-dire, le droit interne français peut considérer une personne comme résidente fiscale, mais elle va être considérée comme résidente fiscale d'un autre pays au sens de la Convention. À ce moment-là, c'est la Convention qui va primer sur le droit interne français. D'accord. Voilà, et là, c'est la dernière normalement pour vous faire voyager ou pas, parce que du coup, vous avez peut-être suivi, il y a une taxe supplémentaire sur les billets d'avion, qui a d'ailleurs généré le départ de Ryanair de certains aéroports, petits aéroports français récemment. Vous avez une taxation supplémentaire de 7, enfin pas taxation, un complément de prix à payer de 7,40 € pour les, on va dire, petits voyages en interne où vous avez aucun service additionnel. Mais dès que vous avez des longs courriers, vous avez 15 €. Si vous avez des destinations lointaines, c'est 40 €.
Donc, ça commence déjà à peser, surtout si vous prenez alors classe affaires. Voilà, c'est des chiffres assez élevés. Donc, malheureusement, ça ne va pas coûter moins cher de voyager. Et c'est toujours mignon, ça, ce que tu as dû reprendre les termes. Ça doit être des jets, quoi. Hein, nous, on appelle ça des jets. Mais l'administration appelle ça des aéronefs d'affaires avec turbopropulseur. Hein, exactement. Mais on est en France, on n'aime pas simplifier les choses. Ouais. D'accord. Alors, tu penses que c'était la dernière? C'est la dernière. Eh bien, bravo, très bien. Et donc, voilà les coordonnées de Tigrane pour ceux qui veulent joindre. Et donc, tu as vu qu'on avait eu le droit à une petite question. Donc, voilà. Alors, moi, je prends la parole à 11h10, normalement, donc aussi pour une demi-heure. Hein, donc, on va voir pour tenir le timing. On a toujours autant de personnes qui suivent. Donc, voilà, moi, mon petit sommaire aussi en 4 parties, comme Christian. Donc, je voulais vous parler des indemnités journalières maladie, puisque ça va concerner tous les salariés pour les arrêts prescrits à compter du 1er avril. Donc, je me suis dit, je commence par ça. Les avantages en nature véhicule, donc c'est ce que j'ai appelé la bombe, puisque nous, la bombe nous est tombée dessus le jeudi 27 février sans crier gare. Hein. C'était un sujet dont on n'avait pas du tout entendu parler. Et bon, il y a quand même beaucoup de voitures de fonction, notamment, je dis toujours, pour les commerciaux, hein, qui quand même, le vélo, c'est bien, mais ça dépend de ton client. Hein, donc voilà. Après, j'ai voulu vous faire une partie les bonnes nouvelles. Vous verrez qu'il n'y en a pas beaucoup, hein, mais bon, voilà. Et donc, on va finir par les mauvaises nouvelles. Mais on avait calé ça aussi le 21. Je vous rappelle qu'on est maintenant officiellement au printemps. Donc, on peut annoncer des mauvaises nouvelles puisqu'on aura bientôt le soleil, les oiseaux. Hein, donc, voilà. Plus que les bonnes. C'est ça, c'est ça, ouais, exactement. Ouais, voilà. Alors, sur les IJ de sécurité sociale, donc moi, il y a des textes qui sortent qui n'ont pas besoin d'être dans la loi de financement de la sécurité sociale. Hein, donc là, par exemple, c'est un décret du 20 février. Là, on va dire qu'ils sont corrects puisque c'est JO du 21 février et ça sera en application à partir du 1er avril 2025. Hein, mais ça, on avait un peu entendu parler de la baisse annoncée. Donc, ce qui est important, hein, c'est que ça va concerner que les arrêts maladie non professionnels. Hein, donc, tout ce qui est accident du travail et maladies professionnelles ne sont pas concernés. C'est donc les nouveaux arrêts qui vont être prescrits à compter du 1er avril 2025. Hein, donc, pas les gens qui sont actuellement en arrêt et qui verront leur arrêt maladie prolongé au-delà du 1er avril. Et donc, la rémunération qui sera prise en compte pour le calcul des indemnités journalières de sécurité sociale, auparavant, elle était prise en compte jusqu'à 1,8 fois le SMIC. Et là, on va tomber à 1,4 fois le SMIC. Hein, donc là, vous voyez que ce n'est pas simplement du rabotage. Je vous ai mis les montants pour que vous puissiez vous rendre compte des sommes en cause. Hein, 1,8 fois le SMIC, on est à 3 243. Et donc, 1,4 fois le SMIC, on est à 2 522. Et ce qui est aussi important d'avoir en tête, c'est que les indemnités journalières de sécurité sociale, c'est 50% de cette somme-là. Hein, donc, ça veut dire que, par exemple, avant, quelqu'un qui était payé, je ne sais pas, 3 000 euros, ben, quand il était malade, il recevait des IJ déjà à hauteur de 1 500 euros. Hein. Mais donc là, maintenant, c'est toutes les personnes qui sont payées au-dessus de 2 500 euros qui ne verront pas l'intégralité de leur rémunération prise en compte. Et en fait, ne retenez pas que ça concerne que les gens qui sont payés au-dessus de 2 522, parce qu'on a aussi le phénomène, vous savez, quand on tombe malade juste après un mois où on a une prime, hein, typiquement, par exemple, vous recevez un 13e mois en novembre ou en décembre, vous tombez malade en janvier, ben dans les 3 mois de référence pour le calcul des indemnités journalières, vous aviez le 13e mois qui vous permettait de booster un peu vos indemnités journalières. Et donc là, vous voyez que par exemple, quelqu'un qui était payé 1600, presque son, bah si on peut dire avec 1600, son 13e mois était pris en totalité, alors que là, justement, il ne sera pas pris en totalité. Et puis après, pareil, sur le montant maximal de l'indemnité journalière, on se rend bien compte qu'on va perdre donc plus de 10 euros par jour. Hein, donc, quelqu'un qui s'est cassé une jambe, vous voyez, sur 30 jours, hein, ça sera quand même significatif, hein, puisqu'il perdra 300 euros. Ça, c'est pour la partie IJ de Sécu. Et je vous avais fait une petite diapo, quelles conséquences pratiques. Donc, c'est toujours les employeurs qui vont trinquer, puisque à partir d'un an d'ancienneté, on a une obligation de maintien légal
de la rémunération. Alors certes à hauteur de 90%, mais 90% sous déduction des IJ de Sécu. Vous voyez bien que si les IJ de Sécu baissent, ça fera un reste à charge plus important pour les employeurs. J'ai aimé vous rappeler quand même cette notion de 7 jours de carence, parce que souvent on n'y pense pas. En fait, on a une carence au niveau des IJ de Sécu de 3 jours. Les 3 premiers jours, pas d'indemnité journalière de sécurité sociale. Et puis, si on est dans le maintien légal, en maladie simple, on a quand même 7 jours de carence. Ça veut dire que pendant 4 jours, les salariés ne perçoivent que les IJ de Sécu. Et au-delà, on peut avoir le maintien conventionnel, mais pareil, la plupart des conventions collectives retiennent quand même 1 an d'ancienneté. Il y a certaines conventions collectives qui démarrent après 6 mois d'ancienneté, mais c'est quand même très rare. Et pareil, de faire attention, il y a quand même souvent des carences, où on n'a pas tout de suite le démarrage du maintien employeur. Et de la même façon, on peut avoir un contrat de prévoyance qui se met en route, mais toujours, souvent, il y a une franchise, le plus souvent de 30 jours. Donc, c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Et puis, du point de vue des salariés, donc forcément, j'ai indiqué une perte financière nette pour les salariés qui gagnent plus de 1,4 fois le SMIC. Mais au-delà de ça, pour tous ceux qui ont moins d'1 an d'ancienneté, puisque là, ils ont que les IJ de Sécu, donc forcément, ils auront moins, durant la carence. Et alors aussi sur la partie à la fin du maintien légal ou conventionnel, parce qu'on dit toujours qu'on a un droit social très protecteur, c'est vrai, mais les maintiens employeurs s'arrêtent. Souvent, les salariés n'en ont pas conscience. Tant que tu n'as pas été concerné, tu ne sais pas ce qui t'arrive. Si je reprends le maintien légal, donc pour quelqu'un qui a 1 an d'ancienneté, en fait, jusqu'à 6 ans d'ancienneté, on a le droit à donc 7 jours de carence. Et après, on a 30 jours à 90% et 30 jours à 2/3. Et après, on a le droit à plus rien. Et donc là, moi, j'ai déjà alerté mes équipes parce que parfois, on a de la prévoyance. Et par exemple, on n'a pas de prévoyance obligatoire incapacité. Ça n'existe pas parce que même pour les cadres, la prévoyance qui est obligatoire, c'est invalidité décès. Donc, on n'a pas toujours une couverture prévoyance incapacité. Donc, à voir si effectivement, en tout cas, il faudra vérifier que si dans la convention collective, ce n'est pas prévu une prévoyance incapacité pour qu'elle soit mise en œuvre, parce que là, on risque d'avoir plus de salariés qui nous réclameront le complément auquel ils n'ont pas eu le droit. Voilà sur les IJ. Ensuite, j'ai voulu vous faire un focus donc, sur les avantages en nature véhicule. Donc là, vraiment, c'était la surprise du mois de février parce que, comment dire, on a eu un arrêté du 25 février avec un JO au 26 et donc une mise en application en théorie au 27. Et là, le texte a même prévu une application. Donc d'abord, on nous avait écrit rétroactive. Heureusement, on a eu une précision là dans le JO, dans le BOSS assez récemment là sur le mois de mars. En fait, ça va concerner tous les véhicules mis à disposition à compter du 1er février 2025. Mais cette précision, donc, elle est arrivée dans le BOSS. Il nous manque encore quelques autres précisions. Mais ça, je tiens vraiment à insister là-dessus. Donc, c'est pour tous les véhicules nouveaux que vous allez avoir donné, notamment par exemple à des nouveaux salariés ou un salarié qui a eu la chance de pouvoir avoir un nouveau véhicule. Là, il va voir qu'il a de la chance, mais ça va coûter plus cher pour lui et pour son employeur. Mais ça peut être aussi, c'est l'exemple du boss, et donc c'est là qu'on voit qu'il cherche, comme chez Christian, beaucoup d'argent. Monsieur A avait le véhicule A. Monsieur A quitte l'entreprise, mais comme c'est un commercial, on garde le véhicule A et on va donner ce véhicule A, par exemple au mois de mai, à un monsieur B. Et bien, pour le même véhicule A, on va appliquer les nouvelles règles parce que pour monsieur B, ce sera une nouvelle mise à disposition au-delà du 1er février. Donc, pour le même véhicule A, vous voyez, il va coûter plus cher puisqu'il aura été mis à disposition après le 1er février. Donc, ça, c'est vraiment une notion importante, la notion de mise à disposition. Et donc, j'ai demandé à notre Pierrot préféré de nous faire un nouveau Simon parce qu'on n'avait que des Simons qui étaient contents. Et là, j'ai dit, Simon, là, il ne va pas être content là-dessus. Donc, je lui ai présenté le texte et vous voyez, il nous a fait ce Simon-là et c'est effectivement… alors, vous êtes moins nombreux maintenant à porter la cravate, mais c'est vrai que ça sert un peu, puisque l'augmentation, ils n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère. Donc, pour un véhicule acheté de moins de 5 ans, avec prise en charge du carburant privé, ce qu'on avait le plus fréquemment, ceux qui connaissent le calcul des avantages en nature sauront que généralement, on faisait 12% du prix de la voiture. Et donc là, vous voyez qu'on va passer de 12 à 20%.
Donc, moi, j'aime bien toujours faire des chiffrages. Alors, c'est vrai que les chiffrages, c'est toujours embêtant, on parle de postulats. En fait, il se trouve que j'avais travaillé justement sur un véhicule qui coûtait 47 000 €. Donc, j'ai gardé ce tarif-là en considérant que quand tu fais beaucoup de kilomètres, tu roules généralement pas en Twingo. Et donc, pour quelqu'un qui a un véhicule qui a 47 000 €, vous voyez que le salarié, ça va lui coûter 900 €. Ça, le taux de cotisation salariale, on est généralement à ce taux de 24%, donc ça, vous pouvez partir là-dessus. Par contre, sur les cotisations patronales, donc moi, j'ai fait plutôt les cotisations pour un cadre et pas avec une caisse de congés payés, pas avec de la taxe sur les salaires. Quand vous êtes dans des cas atypiques comme ça, vous pouvez monter à 70%, c'est-à-dire que quand on est dans le bâtiment, et donc malheureusement, bâtiment, travaux publics, ils ont quand même beaucoup de voitures, on monte à 70%, donc vous pourrez refaire le calcul, vous divisez 1692 par 45 fois 70 et vous aurez votre augmentation. Donc, vous voyez que là, pour le patron, si on a une flotte de véhicules importants, ça va quand même être très significatif. Et donc, forcément, on peut s'interroger sur l'intérêt de poursuivre à prendre en charge le carburant. Alors, quand on prenait pas en charge le carburant perso, on pouvait être à 9% du prix de la voiture. Mais donc, vous voyez que là, on passe à 15% du prix de la voiture. Donc ça, c'était ma première idée de me dire, bon, vu la hausse, on ne va pas passer de 12 à 20, on va peut-être conseiller à nos clients de dire, écoutez, prenez plus en charge le carburant perso. Ça vous permet de faire une augmentation, on va dire, progressive. Vous passez de 12 à 15, donc ça fait une augmentation, mais moins brutale. Alors, du point de vue du salarié, ça reste vraiment pas intéressant, puisque je vous rappelle qu'on était à 902 d'augmentation de cotisation salariale. Là, c'est 677. Vous voyez bien que le différentiel, ça ne va pas lui payer c'est plein d'essence. Donc, du point de vue du salarié, le bon conseil, c'est de dire je me mange l'augmentation à 20%, et puis voilà. Du point de vue de l'employeur, au-delà, je crois qu'on était à 1700 quelque chose, là on est à 1300, et vous ne payez plus le carburant perso. Donc, pour l'employeur, c'est vraiment peut-être la bonne proposition. Par contre, attention, retour de manivelle dans 3 ans avec l'URSSAF. C'est que moi, je suis OK pour dire que vous ne prenez pas en compte le carburant perso. Ça suppose que le salarié concerné me garde ses tickets d'essence, week-end et grandes vacances, au moins ça. Ça, c'est le minimum qu'on pourra me faire. Et moi, j'ai travaillé avec beaucoup d'infirmières libérales, donc je sais que de temps en temps, la machine ne délivre pas de tickets. Donc, il y a quand même cette problématique-là, qu'on ne sera pas à 100% d'avoir les pleins, mais voilà. Et donc, l'URSSAF vous demanderait un suivi des kilomètres. Donc, si vous savez déjà que vous n'êtes pas prêt à faire ça, ne vous lancez pas là-dedans, acceptez la hausse, on passe de 12 à 20, et puis voilà. Ceux qui sont à peu près OK, donc je sais que je suis enregistrée, donc je vais essayer de le dire de manière mesurée. Moi, je pense qu'on peut partir du principe qu'on ne prend plus le carburant perso, et donc on demande aux gens de s'engager à nous remettre des tickets d'essence pour prouver qu'ils ont payé leur ticket d'essence perso pour passer de 12 à 15. Et en cas de contrôle URSSAF, si finalement ça s'est perdu de garder les tickets d'essence ou de suivre les kilomètres, vous passerez de 15 à 20. Bon, ça permettra peut-être d'étaler le redressement. Donc ça sera toujours des décisions de gestion que vous devrez prendre. C'est toujours pareil, ça dépend de qui on parle, combien de kilomètres, et de savoir si les gens sont prêts à faire un suivi administratif. Et donc, ensuite, on faisait toujours un comparatif quand le véhicule était loué. Je vous ai mis LOA, location avec option d'achat, crédit buy, leasing, tout ça, c'est le même système. Donc là aussi, ça augmente, il ne faut pas rêver. Alors là, on ne compare pas ce qui est comparable, mais moi, la voiture que j'avais en étude, elle coûtait 47 000 € et le coût annuel du loyer, c'était 8 400. Donc, je suis restée cohérente, j'ai gardé ça. Et l'autre chose qu'on n'a pas encore comme confirmation, c'est que dans le temps que le véhicule soit acheté ou loué, on pouvait retenir l'avantage le plus faible. Ce texte-là, pour l'instant, il n'est pas ressorti tel quel, il n'est pas complètement effacé. C'est l'autre précision du boss qu'on attend, c'est de savoir, parce que là, forcément, vous voyez, étonnamment, dans pareil cas, on va retenir le calcul pour le véhicule loué, qui coûtera moins cher à l'entreprise et aux salariés. Mais cet arbitrage, on ne sait pas si on peut toujours le faire. Ça n'a pas été repris clairement. Donc là-dessus, on a encore un doute. Donc ici, vous voyez, vous avez les taux avec la prise en charge du carburant. Et puis ici, sans prise en charge du carburant.
et puis je vous ai refait le chiffrage pour vous permettre de dire, tout ça, enfin nous on aime bien les maths, donc, mais si vous avez un loyer à 9 000, par règle de 3, vous pouvez calculer, voilà. Après j'ai un petit tableur, si vous voulez que je vous envoie mon petit tableur, il y aura qu'à demander aussi. Et alors, ça va être ma jonction avec les véhicules électriques, parce que donc moi, j'aime bien les petites phrases. J'ai toujours dit à mes collaborateurs, l'hybride, c'est pour de faux. Et donc, moi, je vous ai mis que les véhicules hybrides sont traités comme les véhicules thermiques. Donc, moi, j'ai appris à dire thermique. Thermique, c'est quand tu mets de l'essence dedans ou du diesel. Et donc, les hybrides sont traités comme les véhicules thermiques. Ça, c'est pareil, vous ne le verrez pas clairement dans les communications. Mais en fait, les autres, ça concerne les véhicules 100% électriques. D'accord ? Donc, il n'y a que les véhicules 100% électriques qui sont à traiter différemment. Les véhicules hybrides seront traités comme les véhicules à essence. Et là, on pouvait penser qu'on allait avoir un abattement encore plus mieux à partir du 1er février, mais non. En fait, donc l'abattement augmente, on passe de 50% à 70%. Pareil, on avait un abattement qui était plafonné à 2000, on peut se dire chouette, il passe à 4 582, mais non, là en fait, ils ont quand même bien su compter. Comme on doit faire le calcul du véhicule électrique avec les nouveaux pourcentages, où là, on retenait toujours 100 carburants, puisque comme c'est des véhicules électriques et tout ce qui est frais d'électricité, je vous le fais simple, c'est toujours neutralisé, c'est comme Tigrane, c'est des dispositifs qui sont renouvelés d'année en année, donc on ne tient pas compte de l'électricité. Mais en fait, comme vous allez devoir calculer sur le prix de la voiture 15% au lieu de 9%, c'est pour ça qu'ils ont porté l'abattement de 50 à 70 et puis de 2000 à 4582 pour qu'on reste en fait sur les niveaux antérieurs des véhicules électriques. Donc, pensez pas, moi, quand le texte est sorti le 27 février, je me suis dit, il y a tout pour l'électrique, mais non, en fait, ils ont maintenu les règles pour l'électrique. Donc, c'est vraiment une grosse claque pour tous les gens qui ont des flottes importantes de véhicules. Et donc, à voir, la bonne nouvelle, c'est que ça concerne les véhicules mis à disposition à partir du 1er février. Donc, on n'a pas à refaire tous les calculs pour 100% des véhicules qu'on a actuellement sur nos dossiers. Voilà, ça c'était pour les véhicules électriques. Alors maintenant, les bonnes nouvelles, vous allez voir, ça va passer assez rapidement. Donc, soyez concentrés pour les bonnes nouvelles. Bon, donc ça, on l'a eu en février, c'est-à-dire que les employeurs sont obligés de prendre 50% du coût de l'abonnement des transports en commun des salariés. Et pour ceux qui veulent aller au-delà, c'est un dispositif qu'on avait déjà les précédentes années, mais qui devait s'arrêter, ils peuvent aller jusqu'à 75% et ça reste exonéré de charges sociales et d'impôts. Donc, c'est un dispositif qui a été prorogé. J'espère que vous avez bien pris en compte la première bonne nouvelle, parce qu'après, je crois que j'en ai une deuxième, voilà, qui va concerner beaucoup de monde. Mais alors, moi, je voulais la mettre parce qu'on a quand même quelques clients qui sont actuellement en activité partielle longue durée. Vous savez qu'avec Christian, pendant le Covid, on a bien œuvré, là, comme on était tous les deux élus de l'ordre, pour tous ces dispositifs-là. Ils avaient fait un système d'activité partielle longue durée qui peut-être prenait fin effectivement le 28 février. Moi, je sais que j'avais des clients qui sont concernés. Donc, une fois qu'on a lancé les opérations, on ne se souvient plus forcément quand est-ce que ça s'arrête. Et donc, bon, comme ils aiment bien toujours les acronymes, donc là, on va rebondir maintenant. C'est le nouveau, c'est le cas à la mode. Nous, c'est vrai qu'on fait partie de l'association 60 000 rebonds. Et vous voyez qu'avec l'activité partielle longue durée, on va aussi rebondir. Donc, l'acronyme, c'est APLDR. Voilà, c'est toujours formidable. Et donc, ce n'est pas pour les entreprises qui sont complètement cuites, puisque c'est quand même destiné à assurer le maintien dans l'emploi des salariés, dans des entreprises confrontées à une réduction d'activité durable, mais qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité. Donc là, nous, on avait on avait quelques entreprises qui étaient ennuyées, notamment en termes d'approvisionnement. Vous savez, sur certains composants, il leur manquait des composants, donc ils ne pouvaient pas maintenir une activité complète, c'était en fonction de l'arrivée des composants. Donc, je suppose que ça va être le régime qui va prendre la suite. Donc, c'est pour ça que je trouvais que c'était quand même important d'évoquer ce point-là. Mais voilà. Le nature à compromettre leur pérennité, ça peut être un sujet de discussion. C'est ça, voilà, c'est ça. Mais bon, on a vu que quand même, quand on déposait des dossiers, à partir du moment où ils étaient bien étayés, c'était plutôt quand même suivi, puisqu'il y a toujours quand même une perte pour le salarié, un reste à charge pour l'employeur. Voilà, c'était le point que je voulais évoquer. Donc voilà, c'en est fini pour les bonnes nouvelles. Nous allons donc passer aux mauvaises nouvelles. Et effectivement, comme le disait Christian,
elles sont quand même assez nombreuses. Alors, sur notamment les allègements de cotisation. Donc là, on l'a en 2 temps, puisqu'il nous avait fait peur fin d'année dernière, donc c'est reporté pour 2026. Mais donc là, on a un texte qui sort en février, dont on n'a pas encore tous les critères, hein, c'est-à-dire que là, on est le 21 mars et il nous manque encore des éléments, parce que ceux qui me connaissent savent que normalement, j'aurais mis les montants des SMIC, hein, parce que je trouve que c'est toujours plus parlant de mettre les montants des SMIC, mais justement, on ne sait pas encore, à l'heure où je vous parle, de quel SMIC on va parler. Alors, en fin de compte, donc nous, on appelle ça les allègements Fillon, eux, ils appellent ça les réductions générales de cotisation patronale, et il y avait encore un système où jusqu'à 2,5 fois le SMIC, tu ne payais pas pleinement la maladie, hein, donc c'est pour ça qu'on appelle ça une réduction de taux maladie, et par contre, tu dépassais de 1 euro des 2,5 fois le SMIC, tu te payais un rattrapage de 6% de la cotisation patronale de maladie depuis le 1er janvier. Donc là, vous voyez, on a un rabot, hein, on passe à 2,25 fois le SMIC, et on avait un peu le même phénomène au niveau des allocations familiales, mais qui fait un peu moins mal, puisque là, le complément d'allocation familiale est de 1,8, où pour l'instant, on n'était pas concerné tant qu'on était en dessous de 3,5 fois le SMIC, et là, on passe à 3,3 fois le SMIC. Et donc là, malheureusement, on ne sait pas quel SMIC on parle, parce qu'ils avaient déjà vu que comme le SMIC augmentait beaucoup, on donnait de plus en plus d'aides. Donc, dans les textes qu'on avait, c'était déjà le SMIC 31 décembre 2023. Mais on ne sait pas là si justement de quel SMIC on parle. Donc nous, notre logiciel préféré nous fait des mises à jour généralement dans la nuit du lundi au mardi. Donc j'espère qu'ils auront l'info, parce que ça veut dire que sinon, il faudra qu'on recalcule les bulletins du mois de mars, puisque c'est applicable au 1er janvier et qu'on n'a pas encore tous les éléments pour faire ces calculs. Et l'autre cochonnerie, donc là, bon, c'est moins la on verse moins de primes de partage de valeur en janvier-février, mais on m'a dit qu'il y avait des entreprises qui s'étaient dit « Ah, nous, on verse encore une petite prime de partage de valeur en janvier-février », mais donc là, il y aura des régules, puisqu'en fait, les primes de partage de valeur versées à compter du 1er janvier 2025 vont entrer dans le calcul de la réduction générale des cotisations patronales, ce qu'on appelle Fillon, qui concerne les rémunérations jusqu'à 1,6 fois le SMIC. Et donc, vous en doutez bien que si vous me rajoutez, par exemple, 1 000 euros de PPV dans le calcul de cet allègement patronal, il va falloir rendre des allègements. Et donc, pareil, en fonction des derniers textes communiqués, du paramétrage possible des logiciels, ça va peut-être être au mois de mars qu'on va rendre des sous, ou avril, pour les gens qui ont versé des PPV en janvier-février. À ma connaissance, c'est quand même pas le max de personnes. Et donc là, ils nous ont déjà dit, dans les tuyaux, donc à compter du 1er janvier 2026, comme ils trouvaient que c'était compliqué d'avoir ces 3 allègements, ils voudraient nous fusionner les 3 allègements. Donc ça, on sait bien, quand ils fusionnent, généralement, ils ne simplifient pas beaucoup. Et là, on voit déjà, donc là, vous voyez, ils vont reconfigurer. Ça, c'est quand même joli. Reconfigurer, c'est un choix de terme. Et déjà, on voit jusqu'à 3 SMIC. Donc, vous voyez que là, on reperdra, puisque là, nous, on était jusqu'à 3,3 SMIC. Et là, on tomberait à 3 SMIC. Donc, à suivre, en espérant qu'ils nous donnent des infos avant février 2027, dans 2026. Voilà. Donc ça, on va dire première mauvaise nouvelle. Ensuite, bon, ça, c'est plus un coup de rabot, c'est qu'on avait des systèmes avantageux de primes de transport et de forfait mobilité, un peu comme tu avais dit sur certains thèmes, ils étaient montés, bon là, ils reviennent un peu à ce qu'on avait avant. Moi, je veux surtout axer là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui avaient été séduites par les frais de carburant à 400 euros. 400 euros, ça ne vous parle peut-être pas par an, mais ça faisait 33,33 tous les mois. Alors, je rappelle que quand même, pour faire ces 33,33, il faut quand même s'assurer que le salarié a une voiture. Parce que ça, moi, les gens, quand j'en ai parlé, on me dit « Ah, il faut qu'on s'assure qu'il ait une voiture ». Ben, un peu, parce que quand même, les 400 euros, c'était des frais de carburant. Et alors, quand on en plaisante, il y a quand même de plus en plus, notamment de jeunes générations qui n'ont pas de voiture, puisque ça coûte cher, aussi peut-être par souci écologique. Donc là, moi, je veux bien que vous continuez. Donc, les 300 divisé par 12, ça va nous faire 25. Donc, il y aura pareil un petit rattrapage là, des 33 que vous aurez fait, puisque ça sera plus que 25. Mais quand même, assurez-vous que les personnes aient des voitures. Et on ne peut pas faire et les frais de carburant et les frais de transport en commun. C'est pas cumulable. Par contre, il y a une histoire de cumul. Là, quand vous faites les forfaits de mobilité durable, donc là, c'est par exemple la prise en charge d'un vélo.
et puis les frais d'abonnement au transport public. Vous voyez que là, on peut monter jusqu'à 900 €. Comme dit, retenez, on avait quand même très peu d'entreprises. J'ai fait le point avec mes collaborateurs qui étaient au max. Donc, le rabot de 100 € concernera peut-être pas trop d'entreprises. À voir. Voilà. Ensuite, sur les apprentis, donc côté employeur, alors 2 dates d'entrée en vigueur. Là, ça va être pour les nouveaux contrats conclus à compter du 24 février 2025. Bon, donc dans les entreprises de moins de 250 salariés, une baisse de l'aide à l'embauche. Enfin, 5 000 €, ça reste quand même encore très appréciable. On était à 6 000 €, donc vous voyez que les 6 000 € ont été maintenus que pour les personnes reconnues handicapées. Il y a 2 noms d'aide à l'embauche en fonction des diplômes. Moi, je vous ai supprimé les trucs périphériques, puisque le montant de l'aide est identique. Par contre, dans les plus de 250 salariés, là, l'aide à l'embauche baisse de manière très significative, puisqu'on tombe à 2 000 €. Et en plus, eux, il faut qu'ils aient leur quota d'alternants requis qui soit atteint. Et ça, souvent, dans les entreprises de plus de 250 salariés, notamment en fonction de l'activité que vous avez, on n'arrive pas à avoir le quota d'alternants. Bon, donc souvent, les employeurs de plus de 250 salariés savent qu'ils n'ont pas tellement de droit à l'aide à l'embauche des apprentis. Donc là, ça tombe, mais voilà, c'est souvent, ils sont mal lotis, les plus de 250 salariés. On avait déjà connu ça au niveau du Covid. Et alors là, honnêtement, moi, je suis quand même… Là, vraiment, on se dit, ils cherchent des sous et ils les cherchent peut-être pas au bon endroit, parce que là, c'est donc pour tous les contrats, heureusement, des apprentis, les nouveaux, conclus à compter du 1er mars 2025. Donc, ce n'est pas encore les apprentis que vous avez actuellement, mais ça sera peut-être les apprentis qui vont signer un contrat chez vous en septembre. Donc, ils ont cherché des sous, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des cotisations sociales et de la CSG-CRDS. Donc, moi, je dirais à peu près 24% de leur salaire pour leur partie du salaire mensuel. Donc, il n'y aura pas de système de lissage. C'est que, par exemple, moi, je sais que dans certaines entreprises, vous voulez leur donner une prime au moment où tous les autres salariés ont une prime. Donc là, pouf, leur salaire va être augmenté. C'est là que le gouvernement viendra se goinfrer. Pour la partie qui excède 50% du SMIC, donc je vous ai mis que ça correspondait à 900 €. Et moi, à vrai dire, il y a des trucs que je ne veux pas retenir. Donc, je n'ai pas retenu les pourcentages de SMIC qu'on a en fonction des années d'apprentissage. Donc là, quand j'ai préparé ma diapo, je voulais vous mettre en rouge les pauvres apprentis qui allaient être concernés. Et quand j'ai vu qu'en fait, sauf les moins de 18 ans et ceux de moins de 20 ans, là, en première année, c'était les seuls qui n'étaient pas concernés, je me suis dit, je vais plutôt vous mettre en vert ceux qui ne sont pas concernés, donc il n'y a que ceux-là. Tous les autres sont concernés par cette nouveauté-là, de leur prendre des cotisations sociales. Donc là, par exemple, je vous prends le cas d'un jeune qui a entre 21 et 25 ans en deuxième année de contrat d'apprentissage, donc qui touche 61% du SMIC ou de son salaire minimum conventionnel. On a des conventions collectives qui prévoient qu'il faut regarder le salaire minimum conventionnel. Bon, bref, il avait 1 100 € par rapport à 900, donc vous avez 200 € de plus. Et ben donc, lui, on va venir lui chercher 50 € net, quoi. Et donc là, vous voyez, moi, j'avais tout de suite demandé à Tigrane, quand la loi de finances est sortie, est-ce que nous, ils nous augmentent nos impôts? Honnêtement, moi, j'aurais préféré qu'on vienne me chercher des sous à moi, plutôt qu'à un apprenti qui avait déjà 1 100 €. On sait bien que quand tu gagnes 1 100 €, les 50 € vont leur manquer quand même. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment une mesure que je ne sais pas bien l'intérêt. Alors après ça, c'est de nouveau une nouveauté, enfin quelque chose qui va être ouvert aux régions, donc à voir si c'est suivi. C'est un versement mobilité, mais régional. Nous, on avait des versements qui existaient actuellement dans les villes, enfin vous savez où c'est dans les bassins d'emploi. Par exemple, on est actuellement à 2% pour toute la communauté urbaine de Strasbourg. Bon, là, la région pourrait rajouter, vous voyez, un petit 0,15. On va voir dans quelle mesure c'est suivi. Ça concernerait toujours les entreprises d'au moins 11 salariés. Donc c'est les mêmes qui sont concernés par l'actuel versement mobilité des villes, à voir si c'est suivi, mais donc c'est aussi dans le projet de loi de finances. Et puis ça, j'ai voulu vous le mettre parce qu'on le rencontre aussi quand même de temps en temps, un peu pareil, ça fait le yo-yo, là, comme sur les mesures évoquées précédemment. Précédemment, on avait une contribution patronale lors des attributions gratuites d'actions qui était à 30, qui était repassée à 20, hop, je vous le donne en 1000, elle repasse à 30. Donc ça, moi, j'ai quelques cas chaque année, donc il faudra qu'on le suive, que ça repassera à 30, c'est une cotisation, une contribution patronale. Et voilà. Ah oui, et ça, je l'ai laissé là. Un compte personnel de formation ne seront plus éligibles,
toute façon, pour faire passer des choses dans le CPF, c'était compliqué. Mais donc, les actions de formation, d'accompagnement ou de conseil non certifiantes, dispensées aux créateurs et repreneurs d'entreprises, ayant pour objet de réaliser leur projet de création de reprise d'entreprise et pérenniser l'activité de celle-ci. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis dans les mauvaises nouvelles. C'est vrai que parfois, on avait des créateurs qui avaient un compte personnel de formation bien garni de leur précédente entreprise qui s'en servaient. Donc, là, vous voyez, sinon, il faudra l'habiller, mais en tout cas, ça ne marchera plus pour ce qui était pourtant intéressant pour eux. Et voilà, donc, diapo fini. Et donc, là aussi, mes coordonnées pour ceux qui voudraient. Alors, je vous demande si on a eu des petites questions. Non, on n'a pas eu de petites questions. Mais donc, on finit par ça. Alors, non, c'est peut-être que je ne suis pas sur la bonne diapo. Voilà, hop, je peux nous remettre là. Et donc, si vous avez des questions, on peut reprendre encore quelques questions. Et sinon, ils sont tous restés jusqu'au bout, Tigrane. Donc, on va dire que on ne sait pas s'ils ont été attentifs jusqu'au bout, mais ils sont restés au moins connectés jusqu'au bout, donc c'est déjà pas mal. Et donc, je vais regarder s'il y a des questions. Voilà. On les laisse parce que le temps qu'ils trouvent, tu sais, eux, ils ne peuvent pas allumer leur micro. Donc, le temps… voilà. On a un bravo. Alors, ça allez-y aussi. Si vous voulez nous faire des bravos, on prend aussi des bravos. Ça, on prend les bravos aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Parce que c'est ce que je disais à Christian en arrivant, il nous en faut du courage. Voilà. Ouais. Très bien. C'était très clair. Et de l'aspirine. Super intéressant. Donc voilà. Mais en tout cas, nous, on prend plaisir à faire ça tous les trois. On peut dire ça. Christian, je pensais que c'était intéressant pour vous aussi de faire. Je préférerais les bonnes nouvelles. Voilà, c'est ça. Ouais, exactement. Et donc, en tout cas, nouvelles, il y aurait moins d'intérêt pour nous, je crois. Ça c'est tu veux replacer qu'il ne faut pas qu'ils hésitent à te solliciter pour leur question d'impôt sur le revenu. Un peu moins en cette période, mais voilà. Et c'est ça que je voulais dire. Donc, on vous enverra le support en PDF. Donc, voilà, c'est les questions qui nous sont posées. Vous aurez le support. Ça vous sera envoyé. Et il y aura aussi un lien vers le replay. Ça, c'est aussi quand ça vous a plu. Si vous voulez dire à un de vos collègues, tu devrais regarder. Et voilà. Et sachant qu'en plus, sur le replay, vous pouvez aussi faire en plusieurs fois. Moi, c'est souvent ce que je fais. Je ne fais pas de replay 2 heures d'affilée. Je fais un peu séparément. Écoute, je surveille en même temps, mais très intéressant, mais pas de questions. Donc, voilà. On est aussi content de vous libérer à l'heure. On attache aussi toujours de l'importance au respect du timing parce qu'on sait tous qu'on a des agendas professionnels ou personnels bien remplis. Puisque 1h30, c'est déjà bien. Voilà, exactement. Voilà. Et voilà, le replay. Voilà. Donc, merci bien pour votre attention. Et puis, comme dit, notre service com vous fera suivre le lien ou vous nous le retrouverez sur les réseaux sociaux. Aussi le lien vers le replay et puis le support. Et on a mis aussi nos coordonnées si justement vous avez des questions plus spécifiques. Après, on vous renverra parfois à vos collaborateurs habituels, mais n'hésitez pas aussi à nous poser vos questions et on peut faire suivre vos questions aux personnes intéressées. Voilà. Alors, on vous libère. Et bon appétit, c'est pour bientôt. Bon après-midi, bon week-end. Oui. Voilà. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On fait comme ça, on fait un peu de ça.